Bonjour et bienvenue sur Dragon Ball Cast. Et voici un nouveau podcast spécial sur un personnage parce que ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Alors, j'ai avec moi un nouveau membre de notre équipe. Il faut dire que nous avions beaucoup de Français et de Belges, mais nous n'avions pas encore d'Algériens. Et voici Végète Algérien. Salut tout le monde. Nous avons Shunen Gohan. Qui est toujours là, oui, même si on parle de Vegeta. On se demande pourquoi il est là, mais bon, c'était un mystère. Bon, en tout Bah, cas, pour ça, je peux dire du mal de Vegeta, c'est bien. Voilà, la Belgique nous l'a prêté, donc on est vachement content. Et nous avons un invité incroyable, Nick, la théorie du jeu. Bonsoir, et puis merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir de pouvoir participer à cette émission que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Oh là là, forcément. Et ça va y aller donc sur Vegeta. Alors vous allez apprendre plein de trucs sur Vegeta, effectivement on va beaucoup se baser sur des informations officielles, sur Toriyama, sur peut-être même Torishima, qui sait, tiens. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire. Concernant le point news, il n'y avait pas grand-chose, vu que le chapitre, au moment où de toute façon ce podcast va sortir, je suppose que le prochain chapitre sera sorti, donc ça n'a pas grand intérêt. Alors moi, une petite news très rapidement, mais voilà, c'était les 60 ans de Sega, je vois qu'il y a eu beaucoup de podcasts pour en parler. Voilà, je tenais à faire un petit hommage sur la Sega Saturn, une de mes consoles favorites, et notamment à Shin Butoden, un jeu excellent sur Sega Saturn qui était un petit peu le chant du cygne des Butoden sur Super Famicom. Et voilà, c'est un jeu qui m'avait énormément marqué, donc voilà, je profitais de ce podcast pour caser ce jeu. Je ne sais pas si on fera un podcast un jour sur les Butoden, mais en tout cas, voilà, ce jeu pèse beaucoup dans mon cœur. Oui, j'allais te demander s'il y avait un jeu Dragon Ball sur Sega. Alors, il y en a eu sur Mega Drive, il y a eu donc l'Appel du Destin, alias, je ne sais plus son nom en japonais, il y a eu effectivement Shin Butoden sur Sega Saturn, et après il y a eu Idainaru, alias Densetsu Dragon Ball Z, la légende sur Sega Saturn, et Dreamcast, il y en avait un qui était annoncé, mais il a été annulé, donc voilà, pas de chance. Donc on va pouvoir venir sur Vegeta, oh là 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 là, sur sa première apparition, sur comment il a été créé. Alors déjà, j'ai relu le manga évidemment pour cette émission. Il y a un truc qui m'a énormément frappé sur les premiers dialogues de Vegeta et Nappa lorsqu'ils apparaissent. Je trouve que le manga est extrêmement malin. Malin pourquoi? C'est que la manière dont Vegeta et Nappa se parlent entre eux, rien n'indique que Vegeta est le chef, rien n'indique que Nappa est le chef. C'est courtois, c'est voilà, que penses-tu de la vie éternelle? Mais rien n'indique que Vegeta est largement supérieur ou quoi que ce soit, ce qui fait que la surprise est assez grande lors d'une scène où Nappa fonce sur sur Piccolo et Kuririn. Donc voilà, on va commencer à en débattre. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce personnage brièvement déjà? Le passage il est assez intéressant, moi je suis pas tout à fait d'accord en fait, c'est l'intérêt d'un débat, parce que il y a cette phrase assez intéressante où Nappa dit on dirait bien que la mixité entre un terrien et un humain, ça donne des Super Saiyans. Je sais plus exactement ce que c'est le dialogue. Puis Nappa lui demande, est-ce que c'est pour produire des Super Saiyans que tu vas aller sur Terre? Vegeta lui dit pas du tout parce qu'ils deviendraient plus puissants que nous et on veut rester les plus puissants. Mais donc, ça reste dans la suggestion. C'est pour ça que je trouve ça très malin. Oui, c'est de la suggestion effectivement. C'est pas un ordre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage. Non, c'est pas un ordre, mais moi j'avais quand même senti. Bon après, on n'est pas forcément objectif parce que, moi quand j'ai lu le manga, j'avais déjà une idée de qui était Vegeta, tu vois. Mais je trouve qu'on sentait quand même déjà cette petite hiérarchie. Mais comme souvent chez Toriyama, c'est très subtil et c'est pas dit. Exactement. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est une possibilité. Ça a sûrement pas, en tout cas, frappé les lecs l'époque. Voilà. Amen. Et toi, mon petit Vegeta, qu'en as-tu pensé de la première apparition de Vegeta ainsi que de Nappa par extension? J'ai beaucoup aimé dans leur première apparition de Vegeta et Nappa, c'est que bien que toute la Z-Team ils se sont entraînés, t'avais aucune garantie de victoire. Parce que c'est quand même un an d'entraînement pour au final pas grand chose pour les 8 Fighters. Il aura fallu attendre l'arrivée de Son Goku pour rétablir les choses. Tout à fait, d'ailleurs c'est vachement cheaté, les terriens sont vachement cheatés justement, parce que les gars ils s'entraînent avec Dieu et en fait ils sont encore plus forts que Goku 23ème Tenkaichi Budokai. En même temps, ça nous a tous surpris à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Le truc c'est qu'en fait ils s'étaient préparés à combattre Raditz et ils avaient le niveau de Raditz quoi. Et voilà. Et mon petit Shunen Gohan, qu'est-ce que tu penses de la première apparition d'un cher petit rouquin de Vegeta? T'as à dire des bonnes choses. Ouh, je vais me faire des amis si je le sens bien. Alors, en plus il parle de Son Gohan, donc tu vas être content. Et en plus il parle le terme Super Saiyan, c'est la première fois qu'il est utilisé. Oui. Effectivement. Il parle de Métis Saiyan aussi. Exactement.
Il est bon Vegeta quand il s'y met. Hein. Non, mais non, ce que disait Vegeta Algérien, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a une sorte d'égalité. Enfin, on peut pas dire qu'effectivement, savoir si Vegeta était plus fort que Nappa à ce moment-là. Mais moi, je trouve qu'il y avait quand même déjà un sens où on voyait que Vegeta, c'est quand même le gars le plus stratège, qui réfléchit un peu plus que ou Nappa. Tout à fait. Qui suit un peu Vegeta dans le sens où effectivement c'est Vegeta qui dit mais non, l'idée de Nappa sur avec les Mighty Saiyans de se reproduire tout ça, c'était pas une bête idée, mais tu vois Vegeta il voit plus loin et il dit voilà bah non, si on fait ça ils vont se retourner contre nous et nous on va se faire avoir, ce qui dans un sens pas tout à fait faux. Bah au final c'est l'idée de Nappa qui a été la plus réussite dans le manga par la suite quoi. Avec Goten et Trunk, c'est au final Nappa a gagné. Sauf que effectivement ils se sont pas retournés contre leur. J'ai pas vu Goten tuer Goku dans son lit en pleine nuit moi, mais oui. Sauf si un jour Black Goten arrive, hein, parce qu'on l'a souvent théorisé mais il est jamais venu. Donc oui, non, ça c'est. Donc voilà, moi je trouvais qu'il y a quand même déjà une petite différence entre les deux. On voit que Vegeta quand même est plus dans la réflexion, beaucoup plus loin, je veux dire, même si bon, Nappa était pas bête, hein, mais lui il pense plus là. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, vous pouvez pas dire qu'ils étaient vachement plus forts et que. Donc c'est vrai qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. On se dit oui, la Z-Team s'est préparé effectivement, il était du niveau de Raditz, voire même plus, hein, si je me trompe pas, Piccolo il était quand même mesuré entre guillemets à 3500. Alors, c'est quand même le double de Raditz, donc donc lui il était quand même vachement beaucoup mieux préparé. Mais au final effectivement même Nappa c'était la galère. Donc. Bon, je le dis tout de suite pour les gens, je suis pas très fan du personnage de Vegeta, mais faut avoir son apparition, on va dire ne pas rater du tout, hein, on voit que allez, il y a quand même de la classe et il est doublé, enfin en tout cas dans l'anime, il est doublé par Ryo Horikawa qui fait ça. Tu te trouves dans Dragon Ball Z avec à la perfection. panache. Ah ouais, à la perfection, franchement. Aujourd'hui, la voix a un petit peu vieilli, mais voilà, c'est une voix culte, une voix emblématique. Ceux qui ne connaissent les héros de la galaxie connaissent très bien ce comédien. Ceux qui connaissent Saint-Seiya savent qu'il l'incarnait auparavant Shun. Donc voilà, c'est une excellente voix. Donc ouais. Et c'est vrai que, donc, comme vous l'avez dit, c'est vrai que généralement, quand tu as un duo et quand tu as un gars un peu baraqué et que tu as un gars plus fin, généralement, c'est le gars le plus fin, le leader. On a numéro 19, numéro 20, enfin, tous les duos, généralement, où bon, ça marche peut-être pas avec Majin Buu et Babidi, ce que je dis. Bon, bref. Mais voilà, t'as toujours. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, au départ, c'était l'idée. Voilà, donc Nappa et Vegeta, donc, ils vont sur la planète Alia dans l'animé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans l'animé, ils se sont appuyés sur les brides d'informations qu'ils avaient dans le manga. C'est pour ça que Nappa réutilise une technique qu'on verra sur Terre. Vegeta également, il utilise une technique lorsqu'il tue un Saibaiman. Donc voilà. Donc cet épisode où sur la planète Alia où tu as des gens qui font un peu penser à Cell, enfin au niveau de la bouche. Donc voilà, c'est vraiment une mise en bouche des Saiyans. Notons que comment s'appelle, Vegeta est incarné par Patrick Borg dans cet épisode et ça rend plutôt bien. C'est assez inattendu. Et donc, nous avons l'arc des Saiyans, et on y arrive. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à dire, Vegeta Algérien, sur cet arc sur Vegeta ? Je trouve qu'on commence à ressentir combien Vegeta est puissant, du fait qu'il ne combatte pas tout de suite, qu'il monte moins sa cruauté face aux Z-Fighters contrairement à Nappa. C'est justement ça le génie de Toriyama. Il arrive à te faire ressentir la puissance d'un personnage sans même le faire combattre tout de suite. Donc oui, non, c'est vrai qu'effectivement, dès qu'on voit Nappa qui est complètement vénère le plus totalement, parce qu'il s'est fait un peu... il s'est fait un peu bolosser par les trois. Il se fait... allez, il est transi. Il perd toute sa fierté de Saiyan, quoi. Ah ouais, mais clairement. Alors tu te dis là... Et même, je pense que c'est même dit dans le manga où il anime, certainement. Tiens, celui-là, il a pas l'air comme ça, mais il a l'air beaucoup plus terrible que Nappa, parce que déjà Nappa qui a peur de lui... Ouais, c'est Piccolo qui dit ça. L'indication de Piccolo est très importante, parce que ça permet vraiment de mettre en scène, de dire... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils battent Nappa, mais vraiment à la... de rien, il y a quelqu'un d'encore plus fort derrière qui va les ramasser. La situation est totalement désespérante à ce moment-là. Ouais, d'autant que là, il y a déjà Yamcha qui s'est fait déchirer par un Saibaiman, Chaozu et Tenshin Han sont déjà hors jeu, donc il y a déjà la moitié de la Z-Team qui est décimée, hein, au bas mot. Et à ce moment-là, c'est pas forcément de Gohan et Krillin qu'on attend un retournement de situation inattendu. Après, on sait très bien qu'à un moment donné où Goku va arriver, la question c'est qu'est-ce qui va se passer d'ici à ce que Goku arrive. Ouais, est-ce qu'ils vont survivre jusqu'à son arrivée? Parce que bon, les gars, ils prennent quand même... Tout le monde attendait son arrivée, au moment où il lisait ce passage. Ah, c'est l'effet des héros. L'effet Shunen. Ah oui, c'est là complètement, on est tout à fait dans le...
Exactement, et c'est par Vegeta qui nous livre quelques bonnes informations sur la suite de l'arc sur Namek à propos du coup des nouvelles Dragon Ball. C'est une information extrêmement intéressante auquel Kuririn rebondira bien évidemment avec Bulma par la suite. Il y a Piccolo qui a appris aussi d'où il vient quand même. C'est Oui, important. mine de rien. Oui, aussi. C'est Vegeta qui lui dit tiens, t'es un Namek, t'aurais dû lui dire non, je suis un. Oui, alors ça c'est très Piccolo bizarre. qui ne connaissait même pas ses origines. Les gars, ils connaissent les Namek, mais ils y sont jamais allés, puisque les Namek existent et n'ont pas été exterminés. Donc, du coup, tu te dis, ah bah tiens, ils sont connus les Namek. Il y a quoi? Il y a des Namek qui vont de planète en planète, et puis après. C'est le fait est que Vegeta connaisse les Namek me pose beaucoup de problèmes maintenant aujourd'hui. Ah non, il a certainement vu les Namek sur Freezer TV, enfin voyons. Ah, Freezer TV, bien sûr. Tu sais, ils ont fait une télé-réalité avec ouais, Freezer TV. Putain, j'imagine bien une chaîne YouTube avec les planètes, quoi. Après Goasu TV, pourquoi pas. GodTube, ah oui, GodTube. sur DBS. GodTube. Ouais, On se sur croirait DBS. dans Star Wars. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc vous avez bien raison, il y a beaucoup d'indices sur Vegeta qui est totalement réservé à Goku. Notons que dans la version française, et ce beaucoup l'ont cru à l'époque, moi dans la cour de récréation, tout le monde pensait que Vegeta était le frère de Goku dans ma classe, tout le monde. Alors à cause de la traduction française, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Parce qu'on sait tous que le frère de Goku, c'est Thalès, bien sûr. Exactement, monsieur. Nick est d'accord avec moi d'ailleurs. Oui, bien évidemment. Alors, arrêtez, Raditz. Ouais. Mais Petit ouais, Raditz. pour revenir un peu sur l'apparition des deux Saiyans, quand même, moi je trouve qu'il y a vraiment une impression de sauvagerie qui se dégage de ces deux personnages. Bon, bah, déjà par rapport à leur toute première apparition, parce qu'on n'est pas revenu sur le fait qu'ils sont quand même en train de bouffer un alien cru qui viennent de buffeter juste à côté d'eux. Hein. censuré dans l'animé. Ça je le crois volontiers. Moi je vous cache pas que je suis plus manga qu'anime. Hein. Team Manga, oh, mais c'est tout à votre honneur. Je suis team manga complètement. Mais bon, aussi la manière dont Je suis team Nappa anime. explose la capitale de l'Est quand il arrive, où là on a de nouveau Vegeta qui prend le dessus en lui disant mais C'est imagine et s'il y avait une Dragon Ball. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là il n'est pas question de puissance quoi. On pourrait très bien avoir un Vegeta qui soit genre typiquement qui soit le cerveau et puis Nappa qui soit les muscles. Exactement. Et jusqu'au moment où effectivement Nappa décide de contrevenir aux ordres de Vegeta en attaquant Krillin ou Piccolo, je sais plus, mais un des deux. Enfin, il veut les tuer tout de suite alors Oui, que c'est Vegeta les deux. lui dit d'attendre. Là, Vegeta s'énerve, Nappa a peur, et puis là vraiment les choses sont vraiment claires quoi. Avec Piccolo qui va dire et l'autre a l'air encore le gros, il est déjà monstrueux, mais il a encore peur du petit. Bordel, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Mais et puis on n'a pas parlé Pardon. des Saibaman aussi. Je trouve Ouais. que c'est vraiment une inclusion qui était très très intelligente, qui permet de faire briller un peu la Z-Team avant qu'elle se fasse déchirer. Yamcha moyen, mais c'est vrai que Krillin, Non, il a eu son- honnêtement, il le déchire le Saibaman. Ah non, avec, non, Yamcha, en Yamcha, réalité. à la Il se base, prendront traître. il est bien mis en valeur, mais c'est aussi Ouais. pour t'indiquer que le danger peut arriver de tous les côtés. C'est ça. Et c'est pour ça Pas que c'est très intéressante la mort de Yamcha. Maintenant, elle a été détournée, hélas. Voilà. Mais Oui, l'image mais ça, de c'est la ridicule. mort de Yamcha était tout autre à la base. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est comme ça fait un choc. Et- Dès le premier match, hop, t'as déjà un mort. Et puis il y avait un truc qui était fascinant avec Toriyama, c'est qu'il avait dit que oh là là, j'aime pas dessiner les villes, qu'est-ce que ça va me faire chier. Donc du coup, il fait détruire la ville par Nappa. Mais c'est vrai que la façon dont ça fait, comme tu le disais Nick, c'est vrai qu'il y a une espèce de bestia, c'est assez brutal, c'est assez Ouais. bestial, et on y voit que du feu. On se dit pas que oh il a fait ça parce que ça le dérangeait de C'est ça dessiner le des corps. génie de Toriyama, C'est- c'est qu'il c'est arrive que à faire c'est des fait, trucs. mais- Voilà. C'est une feignasse, mais en fait, il fait ça intelligemment, tu vois. Et Ah, au ok. final, il se prend vachement la tête, Toriyama, à dessiner les cailloux. Bah oui, quand Gohan donne un coup de pied à Nappa et que tu vois les cailloux ressortir, putain, mais ça a dû prendre des heures à faire tous ces cailloux-là. Voilà. Et c'est magnifique, les décors de ce passage-là en précis. Exactement. Non, mais il y a un nombre d'illustrations mythiques dans le combat Ah contre oui. Nappa qui dure quand même un tome entier. Hein. Je pense que c'est un des combats les plus longs de DBZ en réalité, le combat contre Nappa, avec des moments incroyables, le sacrifice de Chozu, le bras de Tenshinhan, l'image de Nappa. Ah, ça, on n'aura qui- plus qui- jamais qui ça aujourd'hui, le déchire, bras de Tenshinhan. le bras de Tenshinhan, ouais, c'est clair quoi. Ah, Mais c'est c'est quelque chose chiant. d'extrêmement violent et C'est d'une violence qu'on n'aura particulièrement. plus jamais. Ouais. Et c'est encore plus violent en fait dans l'imaginaire japonais où le démembrement est encore plus violent que chez nous. Et puis voilà, enfin plein d'images absolument mythiques. La Après, technique faut- de Krillin qui va choper les Saibaman, Piccolo qui déchire le Saibaman jusqu'à l'os. Enfin là aussi la Ouais. position de Vegeta et Nappa quand ils arrivent, qui sortent de la capsule devant Max là. Ben c'est un moment, c'est vraiment un moment assez dingue quoi. Puis, Et il y a énormément de passages mythiques quoi. N'oublions Concernant- pas, c'est concernant la le violence, Masaiko de Gohan contre Nappa, c'est Voilà, quand même c'est important. ça. hein.
Concernant la violence de Dragon Ball à ce moment-là, il faut rappeler qu'à ce moment-là, Dragon Ball était au coude à coude avec Hokuto no Ken, donc Ouais. ce qui pourrait expliquer une petite ressemblance dans la violence entre les deux œuvres à ce moment-là. Bien, en plus de racheter ça avec les années 80, bon bah voilà, c'était assez déroutant de par la violence de l'époque, quoi. Surtout que Ah. Torishima a dit qu'il a lu Hokuto no Ken pour justement voir ce qui Oui, marchait bien. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait dit à Toriyama, bon, fais un peu de violence quand même, s'il te plaît. Allez. c'est plus que probable. Ouais, c'est une, Voilà. c'est une théorie, Donc nous avons quelques beaux indices que Vegeta a de la jugeote. Par exemple, quand on sait que Piccolo et Kuririn s'apprêtent à attaquer par surprise Nappa lorsqu'il est sur le point d'en finir avec Tenshinhan, t'as Vegeta qui leur dit ah bonne stratégie, j'espère que ça va marcher. Donc tout ça pour dire que il lit le jeu adverse, mais il laisse faire, il n'avertit pas Nappa puisque justement il s'amuse de la situation et au fond il sait que ça va servir à rien. Mais voilà quoi. À une exception près, c'est le Kenzan. Hein. Pour aller dans ton sens, il y a aussi C'est un vrai, moment où il c'est vrai, le commente Kenzan- les mouvements de Krillin et il dit ah c'est joli niveau mouvement. Donc ça permet de mettre quand même en valeur la Exactement. Z-Team et tout. C'est fait très très intelligemment. Moi j'aime beaucoup tout le rôle que Krillin tient dans cet arc et puis dans l'arc Ah oui. Namek, même si c'est pas le sujet. Mais il y a quand même le coup du Kenzan parce que fondamentalement s'il n'y avait pas eu Vegeta, Krillin l'aurait eu au Kenzan. Bon, en même temps, Ah oui, il aurait jamais fait le Kenzan parce que jamais Toriyama aurait tué Nappa comme ça, quoi. Exactement. Scénaristiquement, il l'aurait pas permis, mais tu te dis putain, Ouais. waouh. Mais il y a ce moment-là, et c'est le seul moment où Vegeta intervient, c'est soit pour arrêter Nappa, ou soit quand vraiment Nappa est à ça de perdre, en fait. Et là, il Notamment. intervient. Ouais. Parce que sinon, ouais, c'est clair que Kleiza, il est coupé en deux. Hein, D'ailleurs, c'est bien comme tu dis, ça mettrait en valeur la technique de Krillin, qui quand même, entre guillemets, sans vouloir être disons, n'est qu'un simple terrien, et il arrive quand même à avoir à sortir une technique qui quand même aurait pu tuer un Saiyan qui est considéré comme une élite. Hein, donc, bon. Même moi qui suis pro pas mal. Tenshinhan, que j'adore Tenshinhan, même moi, c'est vrai que là je reconnais que le Kiko de Tenshinhan n'a pas tué Nappa. Or, Kuririn, lui, aurait effectivement pu tuer Nappa. Donc tu te dis, putain, c'est sacré exploit, petit gars. Ouais, j'avoue. Mm. Mais voilà. Bon, après, c'est la On fera un- spécificité de la technique aussi, elle est quand même sacrément cheatée. D'ailleurs, le Kenzan, c'est un peu comme le Mafuba, hein. Ça aurait pu être la solution à pas mal de problèmes dans Dragon Ball, fondamentalement. On l'a vu dans DBS. Il y a Mais Mafuba bref, sur pour Freezer, revenir quoi. sur Vegeta, donc on va peut-être passer au combat emblématique Goku-Vegeta, parce que Ah, je crois que c'est un combat, cheaté. un combat incroyable. C'est un combat qui était paru dans le Weekly Shonen Jump en couleur. C'est dire à quel point cet affrontement était attendu. Il se passe en plusieurs actes et la manière qu'a Toriyama à se renouveler dans ce combat qui ne ressemble à aucun autre. Il ne ressemble pas à Piccolo Daimao, il ne ressemble pas à Piccolo lors du tournoi. Donc il ressemble à aucun autre combat et la manière dont il est tourné, moi je le trouve super original, enrichissant et c'est toujours un plaisir de le relire. Alors, à 250%, alors donc on a toute la première partie du combat, fondamentalement, c'est le Kaioken, mais surtout, il y a un véritable enjeu derrière tout ce combat, qui est en fait celui de l'élite contre le basse classe, ou plus communément de la personne masterclass. de rang Ça, c'est un bon point de vue. contre, De ce point de vue-là, c'est pas contre mal. celui qui s'est construit lui-même. Et tout cet enjeu-là, je le trouve très intéressant pour comprendre aussi Dragon Ball en général, quoi. C'est-à-dire, puis l'esprit shonen, quoi. C'est-à-dire que quel que soit le rang dont tu es issu, avec énormément de travail, tu peux arriver. Et dit comme ça paraît super stylé, mais en réalité, Goku perd ce combat. Très clairement, hein. Clairement. Très clairement, Oui, Goku perd ce clairement, combat. il perd. Donc la morale qu'il y a derrière, Mais il n'y a Elle pas est- d'idée dans Dragon Ball. elle est différente. C'est que c'est pas seulement que avec beaucoup d'efforts, tu peux dépasser l'élite de au rond, mais c'est surtout que l'union fait la force, au final. Et c'est le La premier devise de combat Belgique. de Dragon Ball qui est basé sur cette idée-là. Parce que contre Piccolo Daimao, on a tout le contraire. Tenshinhan ne sert absolument à rien, c'est presque choquant la manière dont il est disqualifié. Enfin, il va vaguement intervenir à un moment donné, mais voilà. Il fait juste un petit quoi. Il fait une danse de l'air et puis il est épuisé, le pauvre, il veut plus rien faire. Contre Piccolo Junior au Tenkaichi Budokai, c'est le seul homme du oh même Dieu ne peut rien faire contre Piccolo. Alors que les mecs ils se battent depuis des heures, le gars il est lessivé, il en peut plus, mais tous les autres ne servent à rien autour. Et là par contre c'est l'exact contraire et c'est un des très rares combats dans Dragon Ball où il nous est montré que l'union fait la force. Exactement.
Et c'est pour ça que ce combat est génial, c'est-à-dire que tous les personnages sont réquisitionnés, même Yajirobe à un instant magnifique, quoi. Et c'est pour ça que... Et 2 instants. Et c'est pour... Oui, le deuxième est très rigolo d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'adore ce combat d'une force, c'est que généralement t'as des personnes, comme tu l'as dit, Nick, oh là là, son niveau est trop puissant, je ne sers à rien. Là, tout le monde est obligé d'intervenir parce que c'est la fin. Et c'est pour ça que t'as cette impression de se dire, même Kame Céline, s'il était intervenu, je suis persuadé ça aurait été mémorable, parce que c'était vraiment le truc de la dernière fois, c'était vraiment l'invasion d'aliens. Et donc, comme on l'a dit, donc Vegeta, ça se passe en plusieurs étapes. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as le niveau de Vegeta qui surpasse allègrement celui de Goku. Cette fois-ci, c'est pas comme Piccolo Daimao, où ils sont à égalité. Non, Vegeta est largement supérieur. Et ce Goku, il ne peut que prendre l'avantage, mais brièvement, en mettant son corps en jeu, voilà, c'est horrible, avec le Kaioken, avec cette technique un peu cheatée, mais voilà. Et puis Vegeta, il fait preuve d'une arrogance et tout, et c'est vrai qu'on va le dire plus tard, mais Vegeta, quand il domine les combats, mais qu'est-ce qu'il est bavard, ce mec-là, que ce soit face à Zabon, que ce soit face à Goku ou Dodoria, ou numéro 19, mais putain, c'est une pipelette, ce mec-là. Ah, il a bien frimé, hein, ça c'est clair. La fameuse fierté Saiyan, en fait. C'est ça qui fait que c'est emblématique du personnage. Ouais. Ah. Puis il a aussi, c'est un ce qui fait survivor, sa le gars, personnalité, c'est voilà. Voilà, c'est ça. Puis Vegeta comme on l'aime. Il a une endurance et c'est un survivor, le gars, quoi. Parce que même, il est increvable. Increvable sur ce combat. Gohan, Krillin et Yajirobe aussi quand même. Malgré tout, encore Gohan Ozaru aussi en plus, et tout ça, il est toujours pas mort, le gars, quoi. C'est quand même incroyable, je veux dire. Ça fait très film série B, enfin pas série B, mais ça fait vraiment très film d'horreur. Moi, ça m'évoque vraiment un peu les aliens ou des trucs comme ça. Ça m'évoque, ou voire même Scream qui a été fait bien après. Attention, le gars va revenir pour un dernier sursaut. Pour moi, Vegeta, c'est pareil. Et je vais vous faire une petite révélation. Quand j'étais gamin, quand l'épisode est passé sur TF1 la première fois, quand Vegeta se prend le Genkidama, moi je me suis planqué derrière mon canapé parce que je m'attendais à une sorte de jumpscare, quoi. J'avais super peur, je fais oh putain, hein, il est pas mort, je suis sûr. Et voilà, et bah oui, j'avais 12 ans, j'étais trouillard, quoi. Non mais c'est drôle quand même, je veux dire. Puis à un moment, quand il se réveille d'un coup là, toi, justement parce qu'il s'est pris le Genkidama, il retombe par terre, il est inconscient pendant un moment, puis tout d'un coup il dit ah bah non, c'est votre tombe qu'on va creuser plutôt. Non mais c'est vrai, donc voilà, c'est vrai que c'est flippant et tu dis mais putain il est pas mort ce type, quoi, c'est quand même, je veux dire, non mais tout ce qu'il ramasse, quoi, je veux dire, déjà il se ramasse le Kaioken x3, je sais pas si vous vous souvenez de la violence des échanges de Goku. Moi je me souviens m'être passé la cassette. Enfin, 20 c'est contre Freezer. Non, surtout que c'était d'abord, le Genkidama montré à l'écran. Parce qu'en Kaioken x1, x2, il tient la distance. Donc Goku passe au Kaioken x3 et il lui met une latée, mais incroyable. Moi, je me souviens m'être repassé l'épisode au frame par frame pour bien voir le mouvement de Goku. Mais t'as littéralement Goku qui disparaît à des moments pour venir lui remettre une patate qui lui déforme la tronche. Il y a notamment cette image dans le manga, c'est un plan plein de Goku qui lui met une droite vue du dessus et qui arrive sur Vegeta qui a la tête qui part en arrière complètement déformée, il prend des patates dans tous les sens, derrière il pète les plombs, il envoie le canon Garrick, il se prend le Kamehameha du Kaioken x4 qui lui met une branlée pas possible, il redescend, il utilise le l'Uzaru, ce qui lui permet de prendre l'avantage sur Goku, derrière les autres arrivent, il se fait quand même couper la queue, pour un Saiyan c'est pas rien de se faire couper la queue même si elle est entraînée, derrière il va se ramasser un Genkidama. Ensuite, il y a un Gohan qui va lui tomber dessus. Non, mais c'est hallucinant tout ce qui se ramasse, quoi. C'est vrai. Et un coup de sabre aussi de Yajirobe. Qui prend, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, le coup de sabre dans le dos de Yajirobe, c'est juste en plus. Moi, ce que je trouvais très malin, c'est l'utilisation du Kaioken. Parce qu'on sait que ça a marché face à Nappa. On sait quel effet ça a eu pour Nappa. Et au début, ça marche très partiellement sur Vegeta. Et puis au final, le gars se relève et donne un coup de pied à Goku et te dit ah, si c'est ça ta limite, je suis déçu. Et je trouve ça très malin parce que ça te dit ok, ça l'a un peu blessé, mais ça suffira pas. Il faut trouver autre chose. Et rien que ça, et le chapitre se termine comme ça. Et là, tu dis putain, mais comment il va faire? Voilà, c'est génial. La fin de ce chapitre est géniale. Ah, il s'est fait des cliffhangers, hein, alors, c'est vrai qu'il est pas censé pouvoir monter au-dessus, quoi. Et finalement, il va forcer, et puis c'est ça qui va faire qu'il va se faire avoir. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que dans le traitement du combat contre Moro, hein, sans vouloir blabla, mais on est aussi un petit peu dans ce genre de thématique là.
On va plus loin tu que fais ce un qui était job de prévu, 50 ans, quoi. voilà, quoi. Ah, Non, mais la thématique est assez similaire, hein, en réalité. Pour moi, Oui, mais Moro, je je suis le vois d'accord. pas se faire battre par la force, justement. J'ai l'impression que la thématique est d'aller Justement, il autre va se faire part que revoir la par force le brute. Mafuba, tu Mais vois. peut-être que je me trompe après. Non, mais dans le chapitre actuel, enfin, dans un des 2 chapitres juste avant, là, on a Goku qui vient le combattre en Super Saiyan divin, Ouais, j'ai vu. en Ultra Instinct Super Saiyan divin, et il est censé justement pas pousser le truc, et dès qu'il pousse, en fait, il fait des dégâts à son corps, et du coup, il prend le dessous. Et c'est un peu ce qui se passe avec Vegeta finalement. Vegeta, il le sait pas tout de suite. D'ailleurs, à un moment donné, Yajirobe intervient et Goku le lui dit. Oui, là, je lui ai mis un gros coup, mais maintenant, je suis extrêmement diminué. S'il revient, il faut que je l'achève direct, sinon c'est lui qui va m'avoir. Et puis c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est comme ça que Goku se fait avoir par Moro sur Terre. En tout cas, Goku doit terminer le combat vite pour pouvoir en finir contre Vegeta. Il n'y arrive pas parce que Vegeta encaisse trop bien. Et c'est pour ça que Goku perd fondamentalement et qu'il va avoir besoin du reste de la Zem Team pour terminer le combat. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour le 30e des anniversaires, Toriyama avait effectivement dit que on lui avait demandé de ne pas tuer Vegeta parce que les fans appréciaient énormément Vegeta. Oui. Donc, ce sketch a été montré. Il y a même un scan là sur Twitter qu'on reprendra pour la vidéo YouTube. Et a priori, donc Toriyama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon ok. Je ne suis pas Vegeta, et c'est ainsi qu'il a créé Freezer. Il voulait créer Freezer en compensation pour dire finalement ce ne sera pas Vegeta l'ennemi ultime, mais ça sera Freezer. Et au final, il n'y aura pas de round 2 avec Vegeta ou quoi que ce soit, puisque voilà, c'est Freezer qui va prendre le pas. Je le dis, il va Mais tuer d'ailleurs, Vegeta. on en parlait en off avec Gohan, mais les points communs entre le Vegeta de l'arc Saiyan et Freezer sont vraiment légion. Il y a cette facilité à tuer c'est sous-fifre, hein, parce que finalement on l'a pas encore dit, mais c'est bien Vegeta qui tue Nappa, enfin tout le monde le sait, quoi, mais voilà. Mais il y a cette facilité-là, il y a cette arrogance qui caractérise les 2 personnages, qui sont absolument sûrs qu'ils vont l'emporter, qui ne supportent absolument pas d'être mis en difficulté, et puis qui vont aller puiser de plus en plus dans leurs ressources, parce que Freezer aussi, hein, il prend cher. Enfin, je veux dire, les 2, ils vont s'enchaîner leur Genki Dama, leur machin, leur Kamehameha, Kaioken x 250 000, etc., etc. Kaioken Bivin, Ultra Instinct. Mais au niveau des 2 personnages, il y a quand même pas mal de similitudes du personnage hautain, de haut rang, qui prend les autres de haut, et qui traite voilà ses pourquoi subalternes. ils se détestent, ils se ressemblent. Ouais, il y a aussi un peu de ça. Parce que Freezer traite Vegeta finalement comme Vegeta traite les autres, et c'est un traitement qu'il supporte pas. Ah oui, la fierté Saiyan, ça fait pas du bien. Donc faut pas faire ce qu'on fait aux autres, qu'on voulait pas qu'on fasse à nous-mêmes. Hein. On a tout compris. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous trouvez incohérent par rapport aux premières planches de Vegeta et Nappa, le fait que ceux-ci étaient en fait sous les ordres de Freezer. Bon, apparemment Freezer lui a espionné. Bon, on va pas refaire tout le manga, on sait tout ça par cœur. Après, effectivement, sur Namek, donc Vegeta se rebiffe, donc on a le droit à de délicieux combats. Moi, personnellement, j'adore le combat face à Zabon, enfin le premier round évidemment. Mais pourquoi pas le deuxième, hein Oh, le deuxième est un peu moins. Le deuxième est très intéressant parce qu'en fait, tu te dis, attends, comment il va faire Vegeta? Il va vaincre Zabon par la ruse, puisqu'il s'est pas entraîné, il a rien fait et tout. Eh bien non, Toriyama va en profiter pour glisser une petite règle sur les Saiyans, comme quoi ils deviennent plus forts lorsqu'ils frôlent la mort. Bon, ça sera un peu démenti avec Gohan face à Majin Buu, quoique à ce niveau-là, on peut dire que voilà, Gohan a peut-être progressé, mais que c'est de rien. Tu sais, quand Gohan se fait soigner par Dende face à Majin Buu. C'est vrai que ouais. On pourrait, hein, mais bon, parce que Majin Buu rétorque que voilà, son potentiel n'a absolument pas augmenté. Après, ça servait pas à l'histoire à ce moment-là. Voilà, ça ne servait pas. Ici, ça sert à l'histoire quand même. Ça sert à l'histoire, puisque voilà, Toriyama a besoin que Zabon soit vaincu, donc voilà, ça sert un petit peu à ça. Il a raison, parce que c'est un personnage de merde, de toute façon. D'un coup. Pardon. Chanel n'a plus de mots d'un coup. Non, mais les j'adore ça. Les Power-Up, ils sont très intelligents dans cet arc-là. Mais derrière, effectivement, s'il avait suffi... Là, ce qui est intéressant avec les Z Power-Up, c'est que c'est un arc où on n'a pas de Senzu, ou quasiment pas, et où les possibilités de se soigner, elles sont moindres. Il y a juste la machine médicale, mais c'est tout. Il y a la machine médicale et puis il y a Dende, quoi. En gros, ça s'arrête là. Hein. Et puis les 3 Senzu que Goku ramène de la Terre et qui reste quand il arrive sur Namek.
Tant que Donc, c'est pas sur open cet bar. arc, ça fonctionne. Mais on se rend bien compte que sur un monde où tu peux cultiver des senzu, la méthode est complètement cheatée. Donc ça fonctionne sur Namek, mais après ça pouvait pas rester à des fins scénaristiques, tout simplement. Voilà, exactement. Donc après, aux fans de Toriyama, on n'a jamais reparlé. C'est à chacun des fans de s'inventer sa version de pourquoi ça fonctionne plus. Mais fondamentalement, heureusement que cette idée a été abandonnée, quoi. Moi, quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'ai trouvé con, les tarés? Je faisais, mais putain, vous avez Dende au lieu de combattre Freezer. Dites à Dende d'aller au vaisseau de Freezer et de soigner Goku, ça ira plus vite. Ouais. Ah, Ouais, Ouais, mais on le bon, ressent sinon de l'histoire avance trop vite, c'est pas drôle. Mais Bah, ils savent voilà. pas à ce moment que Dende peut soigner les gens. Ils l'ont Ils su avec apprennent Gohan. Ils l'ont su- pendant Ouais, le ça, combat contre Freezer. Oui, c'est à ce Et moment-là là, qu'ils faisaient ça, tu en peux fait. difficilement aller vers Freezer et faire attends 2 secondes, attends poteau Oh, là, oui, oui, on oui, fait oui. la petite pause, on va aller Oh, soigner oui, Goku. Gohan va revenir. Allez, Une cigarette, quoi. c'est l'heure de l'apéro, hein. Sur un malentendu, c'est possible, monsieur. Trêve de Mars, hein, ouais. Bon après, ouais, sûrement. Ouais, non, il n'y a mais- pas non plus. Donc voilà, donc on apprend pas mal de choses en tout cas sur Namek par rapport au Ginyu. On sait que par exemple Rikum appelle Vegeta-chan, ce qui est loin d'être valorisant pour le Ah, prince carrément pas. Saiyan. Ah, carrément. Donc il se prend. Moi j'adore Vegeta dans ses humiliations. L'humiliation que lui inflige Rikum, moi je la trouve parfaite. C'est une des meilleures pour moi. Ouais, il est incroyable ce combat. Hein. Ah, Il est ce incroyable. combat est Encore une fantastique. fois, avec Rikum, c'est aussi c'est un tank, mais c'est abusé, quoi. Je veux dire, J'avoue. t'as beau lui faire D'un tout ce que tu côté, veux. c'est une manière de mettre en valeur le Kondo Ginyu. Oui, Exactement. Complètement. Ouais, et puis du coup, ben, le power-up incroyable de Goku. Mais en fait, moi, Voilà. dans tout cet arc Namek, ce que je trouve le plus intéressant avec Vegeta, c'est que pour la première fois dans Dragon Ball, on n'a pas un combat frontal. C'est-à-dire que jusque-là, dans Dragon Ball, on a toujours eu deux camps qui s'affrontent. Un Goku contre le commandant blue, Goku contre l'armée du ruban rouge, Goku contre Piccolo, machin, machin. Là, il y a t'as toujours 3 camps. deux camps. Et là, il y a trois camps. Il y a les Terriens, il y a Freezer et Vegeta. Et Vegeta, c'est vraiment l'élément perturbateur de toute cette histoire qui rend l'arc Namek si intéressant, finalement. Parce qu'on quitte vraiment complètement cette progression défaite, entraînement, revanche qu'on avait dans Dragon Ball jusque-là, ou pas loin, tu vois, enfin, entraînement, combat, pour avoir en fait des phases de scénario un peu plus développées. Toute la phase où Vegeta vole les Dragon Ball dans le vaisseau de Freezer est incroyable. Ah oui, Sérieusement, la mise en scène est folle. Puis sa stratégie, elle est excellente. C'est intelligent parce qu'en fait, tu vois que Vegeta, tu peux dire, ah, c'est un Goku négatif, Vegeta, mais c'est quelqu'un d'extrêmement rusé, c'est quelqu'un qui vraiment utilise beaucoup sa tête. Je trouve que Toriyama met parfaitement bien en valeur ça. C'est Ouais. vraiment, il le met plusieurs c'est fois en vrai. valeur. La manière dont il vole les Dragon Ball, c'est très rusé. Le gars, il fait un trou dehors. Bon, bah, évidemment que n'importe qui va penser que, voilà, il s'est sauvé dehors et personne penserait que, voilà, il a volé les Dragon Ball. Et là, Freezer, qui a une force incroyable à ce moment-là, il se fait prendre de vitesse, tu fais putain, c'est Ouais, un Il s'est fait exploit de filmer, fou. là, mais Il se fait ruser, quoi. Il se fait vraiment ruser. Et là, Eh, c'est vrai que ça contrebalance l'esprit un peu de Dragon Ball où le plus fort est forcément le plus fort. le plus malin, alors que là, pas du tout. Non, Freezer est au-dessus de lui, mais ça n'empêche pas que il y a d'intelligence chez Vegeta. Et tout l'équilibrage entre les trois camps, il est très bon, tu vois, parce que t'as Freezer qui est supérieur à Vegeta, qui est supérieur aux Terriens, mais les Terriens, c'est ceux qui peuvent détecter les puissances sans problème, Vegeta, il a de la peine, et Freezer peut pas du tout, une fois que les détecteurs sont détruits. Une fois que les scooters sont détruits, c'est Ouais. fini, ouais. Et ça, c'est hyper subtil. C'est Parce très que- malin, ouais. Tu vois cet équilibre entre la puissance et l'information. Et puis cette scène incroyable de Vegeta avec Gohan et la fameuse montre, quand Gohan a la dernière Dragon Ball qu'il a I retrouvée. need another. Oh, Ah, mais non, c'est pardon. incroyable. Moyen de le quoi, contourner. tout est- C'était magnifique. Puis Non, ce dessin beaucoup d'Ebizawa trop de moments aussi, cool. n'est-ce pas, Hugues? Tout à fait. Dans Le un dessin sens, d'Ebizawa, l'animateur là, qui a fait Si le on- plan de Vegeta. oui, c'était Ouais. bien moche. Mais en plus, si on a parlé de Gohan, justement, c'est que Gohan, là, il arrive aussi à enfumer un peu Vegeta, parce que du coup, il Ah, dit mais oui, il se prend une maintenant, sacrée c'est- mandale. Hein. Ouais. Et je veux dire, oui, il se prend une mandale, mais en même temps, il a sauvé sa Dragon Ball. Ouais, ouais. Et il a En été très, enfumant très malin. Vegeta, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que t'as Kuririn qui va dire au grand prêtre, oui, vous en faites pas, je vais protéger cette Dragon Ball au péril de ma vie. Bon, il la donne à Vegeta, pas de chance. Mais aux compensations, ils ont quand même une nouvelle Dragon Ball. Donc, Voilà, et Gohan arrive à aussi. Donc c'est bien qu'il y a une stratégie, une contre-stratégie, machin, ils s'enfument tous l'un et l'autre. Il y a juste Freezer qui aime bien faire juste le bourrin, mais voilà, c'est intéressant comme saga, même si bon, vous pensez bien, c'est pas ma préférée, mais il y a une sorte Oh. avant le combat contre Freezer, qui bon va être très long, il va durer 5 minutes. Il y a toute une stratégie, une espèce de partie de chasse comme ça, Ouais. et
Qui est vraiment entre les très, trois très cool, clans. quoi. Et c'est vraiment très intéressant, je C'est trouve. malin parce qu'effectivement, t'attends qu'une chose, c'est qui est-ce qui va savoir le premier que les terriens sont là? Est-ce que c'est Vegeta qui va s'en apercevoir ou est-ce que c'est Kuririn qui va s'apercevoir que Vegeta est sur Terre? Au final, c'est d'abord Kuririn et Gohan qui s'en aperçoivent, ensuite c'est Vegeta, donc c'est vraiment un jeu de chasse. Et bizarrement, c'est exactement ce que j'adore dans Hunter x Hunter actuellement via l'arc actuel. C'est de savoir quand est-ce que Kurapika va savoir si la brigade fantôme est là ou inversement. C'est un truc comme ça. J'adore ce Exactement. genre de thématique. Donc dans Dragon Ball, oui, je trouvais ça passionnant et Toriyama l'a vachement bien Voilà, Comment c'est ça. et vraiment, moi je dirais que la scène emblématique de toute cette première partie avant le combat contre Freezer, c'est clairement cette scène où il y a Krillin qui vole avec la Dragon Ball dont tu parlais, qui est poursuivi par Vegeta, lui-même poursuivi par Zabon. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est les fous du volant stylé, version Dragon. Ouais, non mais elle est stylée cette scène, quoi. Les fous du volant version Dragon Ball. Ouais, c'est vrai que c'était très drôle. C'est vrai que Vegeta est dans tous les coups entre guillemets. Alors et t'as bien sûr l'animé qui rajoute quelques suppléments. Par exemple, on sait que dans le passé, t'as Gourde, alias Guldo, voilà, qui s'est fait humilier par le passé par Vegeta. Après, évidemment, ils en rajoutent pas mal sur le fait que Zabon, Freezer, Dodoria humiliaient les Saiyans plus tard et tout, ce qui fait que tu comprends pourquoi Vegeta avait envie de prendre une éclatante revanche sur eux. Et puis après arrive le combat face à Freezer. Alors au début, face à Freezer, tu fais waouh, Vegeta, il a vachement progressé. Il est passé de 30 000 à un mec qui arrive à rivaliser un mec qui a 530 000. Tu fais waouh, c'est pas mal. C'est la sieste de Vegeta, ça, je reconnais. La fameuse sieste, c'est la meilleure idée de Toriyama. La colère de Vegeta face à Kuririn et Gohan lorsqu'il y a Polonga, c'est génial, c'est super. Non, la plus grosse colère qui est impressionnante dans cette saga, c'est quand Vegeta se remarque en fait il s'est fait enfumer par Gohan, tu vois. Et il repart comme ça, il perd à toute vitesse, il gueule. Rikawa, je trouve dans l'anime, il fait un travail de malade là-dessus. C'est incroyable. Péter la voix, mais non, cette scène, même toi, tarée, même toi, tu flippes tellement, alors que c'est pas ta faute. Il a les yeux exorbités, voilà, c'est ça, injecté de sang comme ça, quoi. C'est le Vegeta qu'on aime. On ne roule pas Vegeta impunément. Ah ouais, bah là. C'est pour ça que quand il le trouve, Kuririn, là, à côté du grand prêtre, du grand chef des Namek, je le trouve très conciliant pour quelqu'un qui avait envie de les éclater quelques jours avant. Dans un sens, il s'est calmé entre temps. Il est intelligent parce qu'il voit très bien que bon, il est déjà pas tout seul parce qu'il y a Dale aussi. Qui est quand même pas une puissance négligeable. Et oui, c'est tout de suite. Et puis surtout, il y a le commando Ginyu qui est en train d'arriver, quoi. Et surtout qu'à ce moment-là, Nel, je pense qu'il était un peu plus fort que Vegeta, mais bon. Oui. Déjà, oui, mais clairement, c'était pas. Très clairement. Il cachait bien son journal. Et donc, on a le fameux combat entre Vegeta et Freezer. Un combat extrêmement triste, placé sous l'émotion. Un combat où le narrateur est là. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de fois le narrateur dans le manga, je parle. Et il intervient de moins en moins dans Dragon Ball. Et puis là, bah voilà, c'est le narrateur. Alors que dans l'anime, il s'agit de Kaio. Pourquoi Kaio? Parce que c'est aussi la voix du narrateur, tout simplement. C'est pratique. Ouais, après, on a peut-être vite un peu passé sur le commando Ginyu parce que bon, contre Rikum, effectivement, il s'est pris une branlée, mais on voit qu'après il reste quand même stratège parce qu'il arrive à tuer Guldo d'un coup de manchette. Voilà, il achève Buta, il achève Rico. Voilà, tout ça, et puis en plus, une fois que. Ah, puis la trahison de Goku. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est avec Goku, ils vont se battre contre Ginyu, et puis hop, il y avait Vegeta qui se bat. Toi encore, il est toujours dans la stratégie, dans la réflexion, et tout ça. C'est l'électron libre, quoi. C'est vraiment ce que je disais. C'est l'électron libre entre les deux camps. Qui permet de toujours relancer l'intrigue et de donner vraiment du corps, quoi. La saga Namek sans Vegeta, honnêtement, c'est dur, intéressante, quoi. Alors, c'est vraiment intéressant. Avant de passer la parole à Vegeta Algérien, il y a un truc que je trouve un peu abusé, c'est-à-dire qu'en fait, t'as Vegeta qui fuit le combat, mais en réalité, à ce moment-là, quand tu penses à ce combat contre Freezer, tu te dis putain, mais en fait, Vegeta il était largement supérieur au commandant Ginyu en fait à ce moment-là. Mais c'est juste voilà que scénaristiquement, Toriyama n'avait pas encore tout prévu, tout planifié, donc ce qui pourrait expliquer cet attrait-là, en plus d'être usé, puisque voilà, comme Goku était occupé à ce moment-là, bon bah c'est parfait, il peut s'occuper des Dragon Ball. Ça va parfaitement, même si effectivement il aurait pu, mais c'est tout à fait Vegeta, je trouve. Ça se prend qu'à moitié en fait. Alors Vegeta, qu'en pensez-vous du commandant Ginyu par Vegeta? Je ne vais pas cacher que contre le commando Ginyu, Vegeta surtout servi à les mettre en valeur. Sauf contre Gourde et contre Rikum, à part mettre le personnage en valeur, ça n'a pas servi à grand chose. Au final, il s'est fait humilier, il aura fallu attendre Son Goku pour conclure la situation.
C'est vrai, oui. Bah, en même temps, Bah, bon, je pense que Rikum était tellement fort qu'il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, il aurait c'est- jamais pu rien faire, ça se voyait. Bah, c'est un truc très classique. Ce qui s'est passé avec Rikum et Vegeta, c'est la même chose qui s'est passé avec Drum et Tenshinhan. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un combat entre Tenshinhan et Goku, ils étaient Voilà. coude à coude. Tu as Goku qui intervient, qui bute presque d'un coup Drum. Et ben là, c'est pareil, mais c'est avec Rikum. Et là, tu vois à quel point. Bah voilà, Vegeta ne fait plus le poids face à Goku et Goku à quel point il a progressé et Vegeta nous apprend des informations très intéressantes concernant le Super Saiyan ainsi que Jinyu et toutes ces informations sur le Super Saiyan seront reprises plus tard par Yamauchi via le 8e film de Dragon Ball. Non, bah oui, Vegeta ne brille pas toujours, mais en même temps, il sert toujours à quelque chose dans le sens où, bon, comme ça, contre-cours de Guldo. Moi, il joue son rôle. Voilà, il joue son rôle parce que bon, Gohan De et faire Krillin, valoir. ils étaient quand même mal barrés contre Guldo, hein, il faut le dire. Ah, surtout Gohan. Ah, alors. Surtout non, plus Krillin à mon avis, parce que Oh non, tu sais, Gohan, Gohan, il faisait semblant, tu vois, pour pas Ouais, humilier Go- Krillin, toi. Gohan avec ses coupes au bol. Ah, moi je pense que c'est. Ah bah attends, Krillin il a pas de cheveux, alors hein, ça va. Hein. Gohan, je veux pas dire, mais rien que sa coupe de cheveux, ça se voit qu'il était mal barré. C'est pas faux. Je rigole. Il arrive à conclure le combat et bon, déjà il sauve. Bon, même si c'est pas vraiment son but, mais il arrive à quand même sauver Gohan et Krillin, et en même temps il arrête le combat d'une manière directe, toi. Même si Guldo a dit après, c'est pas juste, avec la côte tête coupée, mais oui, bah, on s'en fout. Hein. C'est pas non plus un Tenkaichi Budokai, quoi. Donc oui, il fait peut-être pas toujours beaucoup de choses, mais le personnage est pas complètement inutile hein, dans cette saga, je trouve. Quoi qu'il J'avoue. en soit, le combat entre Freezer et Goku, et Vegeta, lapsus, Bravo, il est très intéressant, il est très important, parce que tu vois à quel point la fierté de Vegeta a été brisée à ce moment-là. Et là, les fans japonais disaient Toriyama Sensei, laissez la vie à Vegeta s'il vous plaît. Et ben non, Toriyama Sensei va le tuer. Mais il va le ressusciter parce que le personnage était tellement populaire que voilà quoi. Et puis il a bien fait, c'est quand même. Hein. Oh, je sais pas s'il a bien fait. Il a bien D'accord. fait de le ressusciter. Mais oui. Je rigole. Mais oui. Et d'une Non, manière mais là- scénaristique. Là, Vegeta, il est arrivé à la fin de son cycle. C'est-à-dire que ce qui a caractérisé le personnage jusque-là, c'est sa fierté et son individualisme. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises au cours de ce podcast. Vegeta, c'est le mec, il est seul. Tu vois, même au début, tu peux dire, il est avec Nappa, pas du tout. Il s'en bat le steak de Nappa. Vegeta, il est tout seul. Et pendant toute la saga de mec, il va être seul. Il va trahir les gens en permanence. Il joue que pour lui. De À la Koh-Lanta. fin, au moment de mourir, il y a cette scène où il va aller supplier Goku, où on se rend compte que les 3/4 de ce qu'il a dit, en fait, c'était du bullshit, et où il va supplier Goku de tuer Freezer parce qu'il doit mourir de la main d'un Saiyan. En gros, c'est va faire ce que j'ai pas réussi à faire, quoi, toi. Mais c'est terriblement triste hein, ce qu'il dit parce qu'on Oui. on sait, Ah ouais. on a vu Ouais. Vegeta pendant tout l'arc, c'est le type le plus fier, machin, un truc, et puis là il va en Ah, pleurs. il la ravale, là, parce que face à la mort, les futilités de la vie n'ont plus d'importance, quoi. C'est C'est beau ce que tu- exactement C'est ça. beau ce que tu dis. Le plus important à ce moment-là, c'est qu'il venge non pas Vegeta, mais tous les Saiyans, parce que Ouais. voilà, c'est le combat le plus important des Saiyans. Voilà, c'est ça, mais c'est Ouais. beau dans ce qu'il dit parce que franchement, tu dis là, mais le gars, il aurait jamais. Allez, au début, il aurait jamais dit ça à Goku, tu vois, et là, on voit vraiment qu'il a été vraiment, mais c'est plus ravaler sa fierté. Là, je pense qu'il l'a ravalé, il l'a vomi, puis il l'a ravalé encore une fois, quoi. Sous couvert d'une excellente musique issue du deuxième film de Dragon Ball, La Princesse Endormie, la musique Oh. de Lucifer, Quel qui est connaisseur. absolument magnifique. Ah, j'adore cette musique-là, j'adore ce film, donc forcément. Et Donc, c'est voilà, donc c'est une excellente musique, et qui est beaucoup plus associée maintenant à Vegeta et à sa mort qu'au film 2. Donc c'est dire si la mort de Vegeta a été extrêmement populaire en animé, ainsi qu'en manga, bien évidemment. Ouais, évidemment. Non, bah oui, c'est quand même un moment, je veux dire, intense de la saga Namek, hein, y a rien à faire. Bah, ça faisait 5 tomes qu'on suivait le personnage. Enfin, Voilà. fondamentalement, Vegeta, c'est le personnage principal de la saga Namek. Clairement, oui. Donc voilà, après, bon, voilà, c'est Goku qui va finir le travail et tout. Mais Vegeta, il porte toute cette saga, je vais pas dire tout seul quand même, parce qu'il y a d'autres persos autour. Ah, Mais Krillin et Gohan font quand même pas mal, comme mais on c'est l'a vrai que sans dit, lui, ouais, je dirais, c'est- ce serait moins intéressant, c'est clair. ouais, c'est clair. Enfin, tous les enjeux tournent autour de Vegeta. Voilà. Mais justement, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, il porte l'arc de Namek en l'absence de Goku, et tu te dis, bon, il va avoir un bel hommage, une belle fin. Au final, il a une belle fin, parce que c'est très émouvant, sa mort,
mais il ne brille pas face à Freezer. Il n'y a pas un moment où il prend l'avantage. Comparativement, Piccolo, au moins, il a un petit combat, mais il y a un court instant quand même. Le premier round, tout début. Où il arrive quand même à. Mais une fois que Freezer vraiment met sa vitesse à fond. Il fait jeu égal, égal, mais il ne le domine jamais. Piccolo, il y a un moment où justement de bravoure, mais Vegeta jamais. Et c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, ça, tu vois, ça ne passerait plus. Avec les mouvances actuelles, avec le côté fanboy de Vegeta, les gens, ils râleraient de voir que Vegeta, pourquoi il donne pas un coup? Alors que maintenant, t'as Jiren, t'as machin, ouf, Vegeta, il lui a donné un coup, ça va, tout va bien, ouf. mais là, aujourd'hui... C'est les temps qui changent. Ouais, voilà, mais je me dis qu'aujourd'hui, le combat entre Freezer et Vegeta, comment il serait perçu aujourd'hui s'il avait lieu? Je pense pas que ça serait... Ouais. Ah non, mais si Dragon Ball était sorti à la période des réseaux sociaux, je vous promets, ça serait fendu la gueule, ça aurait été incroyable. Non, mort de rire chaque semaine. Sur le Dragon Ball Lucas, j'avais fait un moment des j'avais fait des fake tweets et je disais, mais comment ça, numéro 18, numéro 19, mais ils sont gros, ils sont moches, mais au secours, Toriyama n'a plus d'idées, mais c'est lol, quoi. Ou alors, Vegeta se fait avoir par une fan, non mais n'importe quoi, c'est un truc de féministe. Ah oui, je suis convaincu. Ah oui, on aurait eu ça à toutes les sauces. Mais à part ça, pour revenir sur le débat, moi je voulais appuyer par rapport à cette mort de Vegeta. Tu disais, ben voilà, Vegeta tient l'arc jusqu'au moment où Goku arrive. Et je pense qu'il y a un parallèle très intéressant à faire avec un autre personnage, et la comparaison est pas du tout innocente de ma part. C'est Piccolo sur l'arc Saiyan, qui tient lui aussi la baraque jusqu'à l'arrivée de Goku et qui se tape une mort marquante avant de laisser Goku prendre la fin du fight, tu vois. Ah, mais Vegeta devient le Piccolo, tout à fait. Les deux anciens rivaux deviennent les alliés. C'est exactement ça. Et on peut même dire que c'est presque la même chose avec Tenshinhan, avec Piccolo et Mao. C'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a Piccolo aussi, quand il arrive, il en impose pas mal aussi. Mais c'est vrai que... c'est pour ça qu'à travers les films et la série, la rivalité entre Piccolo et Vegeta était excellente. Moi, c'est une rivalité que j'adorais, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, parce que Vegeta est tellement loin devant, quoi. Ah oui, ça me manque énormément, ça. Oui, c'est vrai que quand Piccolo et Vegeta s'envoyaient des pics, c'était marrant. Ouais, quand par exemple Piccolo dit j'espère que vous serez là quand il y aura les humains artificiels, si vous n'êtes pas sûr ne venez pas et tout, sinon vous allez nous gêner. Et puis t'as Vegeta qui lui dit non mais t'es marrant, toi t'es le moins sûr du lot. C'est ça, quoi. Effectivement c'était sympa. Puis Piccolo à la fin de l'arc-en-ciel où lui dit bah voilà tu viens pas avec nous mon chou, viens, un truc du genre. Vegeta qui dit vas-y va mourir. Mais c'est vrai que c'était marrant, mais c'était vrai que j'aimais bien quand ils se vannaient les deux, et c'était génial, quoi. Ça donne un peu de piquant au truc, un peu de drama aussi. Tout. Voilà, donc pour ceux qui se demandent pourquoi Vegeta n'est pas dans le 4e film, pourquoi Vegeta n'est pas dans le 5e film, eh bien tout simplement que à ce moment-là, pour la Toei Animation, Vegeta était supposé être mort, donc voilà, c'est pour ça que il n'apparaît pas dans les films. Sinon, je pense que si la Toei Animation avait eu cette information, il l'aurait fait apparaître bien plus tôt dans les films, ça c'est clair et net. Ça c'est sûr. Et donc on peut peut-être. Il aurait sûrement servi de faire valoir aux méchants du film. Comme dans tous les autres films. Oui, comme dans tous les. Enfin, tous les personnages servent de faire valoir aux méchants jusqu'à que Goku arrive. C'est hyper intéressant, ça j'avais jamais remarqué qu'il n'était pas dans le film couleur, que ça pouvait être la raison pour laquelle il n'était pas dans le film couleur, c'est que la production du film avait commencé en fait avant qu'ils aient l'information que Vegeta allait finalement survivre. Oui, le film 5 est sorti en plein combat de Piccolo versus Goku sur Namek, donc c'est pour ça. Ok, d'accord. Le manga n'était pas encore à ce point-là si avancé. Enfin, il était avancé, mais le temps que le film n'est pas sorti en 2 jours, donc du coup, il n'a pas été produit en 2 jours, donc du coup, ils n'avaient pas toutes ces informations-là. Très bon ce qu'on dit, un film, ça se fait pas en 6 mois, quoi. Ouais. non, oui, c'est vrai. Après, c'est pas très grave, le film 5 n'était pas quand même fameux. Enfin, alors, est-ce qu'on arrive sur la période des humains artificiels ou vous avez peut-être des choses à dire sur la période encore? Attends, il faut faire... Non, moi je suis complètement pour qu'on avance. Hein. Sa super intervention dans la saga Garlic qui servait vraiment à grand chose. Où il butait des soldats de Freezer. Alors c'était intéressant dans le sens que tu dis, putain, il y a plein de Namek de Freezer, ça veut donc dire qu'elles existent encore, ça veut donc dire que les hommes de Freezer sont encore là, qui sont en train de répandre la terreur. Bah non, puisque Vegeta les a tous butés. Bon, en fin de compte, tu sauras que dans DBS, pas du tout. Mais je comprenais l'idée par-ci par-là, mais ouais, bon, ça m'ennuyait en fait. En fait, ça comment dire, justifiait le fait qu'il combatte Garlic Junior, mais c'est comme tous les HS dans cette saga que j'aime pourtant beaucoup.
Ça n'avait aucun intérêt, quoi. T'avais juste Vegeta, oh, cachalot, où es-tu, cachalot? Oh, oui, on s'en fout. Bah, disons que ça permettait d'étendre la mythologie, de dire, ah bah tiens, ça c'est la planète où il y a le mec qui s'appelle Apple. Apple, c'est le mec qui se fait tuer par Vegeta juste après être soigné. Et ça te permettait d'étendre l'univers, de dire, ah alors là il y a une base où il y a que des mecs de la race d'Apple. Là il y a une base où il y a que des mecs comme ça, tu faisais, ouais, bon, pourquoi pas, je suis pas le croire en tout le cas. Mais c'était chiant quand même. Donc oui, on va pas dire que Vegeta a un grand rôle dans cette saga filler. Et dans un sens, il fallait l'écarter, parce que sinon, bah, tu sais pas faire jouer Gohan, Krillin et Piccolo, quoi. Donc bon, voilà. Donc je pense que c'était très rapide, la saga Garlic. Hein. Merci beaucoup, mon cher Shunel. Mais de rien. C'est une bonne saga pourtant. Je l'aime, cette saga, je l'aime moi aussi. On n'est pas nombreux à l'aimer, mais je l'aime. Non, ce fanboyisme de Gohan, c'est incroyable. Votez Gohan, monsieur, votez Gohan. Excuse-moi, mais Gohan dans cette saga, il bute tout le monde, sérieux, il bute tout le monde. C'est seulement à cause de ça que t'aimes cette saga, quoi, c'est incroyable. Alors que moi, j'aime Gachou, j'aime Vinegard, j'aime Garlic Junior, même si moi j'aime bien Gohan par Kakamia, mais j'aime quand même, quoi. Après, bon, c'est pas le podcast, mais je pourrais, comment dire, un peu creuser un peu plus que mon fanboyisme, hein, mais c'est pas le sujet, mais... Ok, non, vas-y, introduis-nous l'arc des humains artificiels infernal, on est sur le est très important parce que Vegeta commet beaucoup d'erreurs sur cet arc et c'est très moustache. Cuir moustache. Ouais, dis donc là. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que Vegeta commet plusieurs erreurs sur cet arc, mais évidemment ce qu'on retient d'abord avant tout, c'est que c'est un Super Saiyan. C'est un Super Saiyan. Super guerrier. Donc là, on va commencer à te dire la fameuse phrase que les Super Saiyans sont en solde. Mais oui, ça va commencer un petit peu à arriver, puisque avant ça, nous avons Trunks qui se révèle être son fils. Au début, on avait de la peine pour Vegeta. Putain, tu vois un nouveau Saiyan et c'est un Super Saiyan, tu dis, oh putain, Vegeta, il a la haine, les boules. Et il est pas content, ça c'est clair. Ah, ça c'est clair qu'il est vraiment pas content. Il a la bourre, quoi, quand on t'a... Mais suite à un entraînement, et on va avoir un combat face à numéro 19 qui ressemble beaucoup à celui de Dodoria, et pour cause, numéro 19 et Dodoria ont la même voix japonaise. La Toei Animation ont compris que voilà, numéro 19 est un clin d'œil à Dodoria. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le début de cette saga avec sur Vegeta? Alors moi, j'ai beaucoup aimé Vegeta dans cet arc, parce que c'est justement le moment où le personnage de Vegeta il a commencé à devenir intéressant. Son combat contre numéro 19, ça nous a servi à introduire le fait comme quoi Vegeta, lui aussi, il a réussi à devenir un Super Saiyan, de par sa frustration du fait que Son Goku il soit devenu Super Saiyan avant lui. Oui, effectivement, et Trunks après qui arrive, qui débarque, on crée plus que Gohan soit Super Saiyan avant lui, c'est bon. Franchement, Trunks en Super Saiyan et pas Vegeta, c'est bon, là honte. Je suis désolé pour Vegeta, mais franchement, ça fait tiep. Non, mais moi, ce que je retiens de ce début d'arc, c'est Big Bang Attack. Parce que honnêtement, ce début d'arc, c'est Big Bang Attack, Vegeta, il est badass. Goku, très vite, il est mis hors jeu. Ouais. Avec sa maladie, et du coup, Vegeta, c'est lui qui prend le lead. Et c'est encore une pirouette que je retiens pour écarter Son Goku de l'histoire. Oui. Très bonne idée, ça, je trouve. Ouais. Excellent coup de pied de la troisième fois de suite. Vous vous rappelez quand Vegeta joue au football avec Goku? Franchement, excellent coup de pied. Oui, et Piccolo qui rattrape dans DBS en plus. Mais ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que Vegeta a eu un fils. Et ça, en fait, ça va pour moi être au centre de tout l'arc Cyborg SL. Parce que pour moi, l'intrigue autour de Vegeta et son fils, c'est ce qui fait le vrai lien entre l'arc Cyborg et l'arc Cell. C'est-à-dire que jusque-là, on avait un Vegeta qui cherchait à venger les Saiyans. Cette vengeance est la plus lieu d'être. Donc il faut trouver un autre objectif à Vegeta. Et en fait, pour moi, le véritable développement de Vegeta sur cet arc, c'est pas qu'il devienne Super Saiyan ou que je veux mauve violet. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, au-delà du fait qu'il est méga badass et puis que ça fait quand même plaisir parce que c'est une des marques de fabrique de Dragon Ball, c'est que il va devenir père en fait pendant cet arc. Et au début de l'arc, il est un père Saiyan et à la fin de l'arc, il est un père humain. Un des premiers trucs qu'on apprend autour de Trunks, c'est que Bulma et Vegeta vivent pas ensemble et que Vegeta ne s'occupe pas du tout de la vie de Trunks en fait et de ce que son fils devient. Et puis je redévelopperai un peu plus tard parce que j'ai toute une théorie autour du traitement de Vegeta dans cet arc qui s'appuie sur le chemin du héros de Joseph Campbell. Mais ah oui, tu m'as fait ça tout à l'heure, oui. Ouais. mais je pense que c'est vraiment pour avoir une lecture appropriée
du cheminement de Vegeta sur cet arc, je pense que c'est sa relation à Trunks, à la fois en tant que père et en tant que mentor. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que celui qui va pousser Vegeta à devenir un bon père pour le Trunks enfant, c'est le Trunks ado qui vient du futur. Et ça, je trouve extrêmement subtil, même si évidemment c'est raconté en filigrane. Fondamentalement, l'histoire de Vegeta sur cet arc, c'est ça, quoi. Non, c'est vrai, tout à Et fait. je débattrais, et je pourrais argumenter un peu, mais là ça fait déjà un moment que je tiens le crachoir, je vais passer un peu la parole. Mais moi, c'est vraiment le principal intérêt que je vois de Vegeta dans cet arc. Non, Au-delà tu- du Bang Attack et Final Ouais, Flash, quoi. c'est exactement ça, parce que c'est vrai que la scène qui est très importante, c'est la scène où t'as Trunks qui est avec Vegeta, ils sont seuls à seul, ils sont en train de chercher numéro 20, et effectivement, ça se passe pas Ouais. très bien. Effectivement, même Vegeta envoie un coup de poing à Trunks. Cette scène, elle est très importante parce qu'elle va faire écho avec une scène où Cell tue Trunks C'est par rapport ça. à la réaction qu'aura C'est Vegeta. ça. Et tout ce qui s'est passé entre ces deux segments, c'est super important. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et Dans ce le segment chemin du est- héros, t'as toujours un point de départ, c'est-à-dire une situation de départ, un monde extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, et à la fin un monde d'arrivée. Et puis tu vas toujours avoir deux scènes qui se font écho. Et puis là, la scène, c'est clairement celle où le docteur Gero tire sur le vaisseau de Bulma. Qui débarque à l'improviste et qui se fait sauver par Trunks, et Vegeta qui dit clairement à Trunks qu'il en a rien à foutre. Et puis, comme tu viens de le dire, la réaction de Vegeta à la mort de Trunks plus tard, et il y a tout un cheminement là autour. Dans le chemin du héros, on a aussi un mentor. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en réalité, Trunks, c'est le mentor de Vegeta, qui peut être interprété comme le vrai héros de cet arc, vu qu'il suit en fait le schéma de Joseph Campbell, qui définit ce que doit être un héros, et qui est vraiment devenu un classique de la narration depuis que George Lucas l'a popularisé avec Star Wars, qui se trouve être une inspiration majeure dans Dragon Ball. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien fait de l'inviter, hein, vous voyez. Non, Je confirme. non, franchement, c'est très intéressant. Et bon, c'est vrai que moi, honnêtement, j'y avais jamais pensé comme ça. Bon, Ouais. forcément, comme je suis un monomaniaque de Gohan, ben, je pense qu'à Gohan, donc forcément aux autres, c'est difficile de penser. C'est bien là le problème. Mais quel Mais- effet ça fait de découvrir que dans l'arc Cell, le héros, c'est Vegeta, en fait? Bah, il Tu sais regarde qu'on pas n'est pas l'image, tout à fait donc, d'accord là-dessus. Hein. Non, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce schéma du héros, qui est composé de 12 points, hein, je vous laisserai aller regarder sur internet, c'est pas le sujet du podcast, mais en fait, il est appliqué qu'à deux moments dans Dragon Ball, dans la saga Piccolo Daimao et dans la saga Cell. Mais ce qui le rend très intéressant, c'est que dans la saga Cell, il est appliqué à Vegeta entre les sagas Cyborg et Cell, et à Gohan, et à Gohan aussi. Et là où ça devient dingue, c'est quand tu réalises qu'en réalité, il tue Cell à deux. Ouais, Tu vois, effectivement. Gohan, il est mis à mal par Cell, et il faut que Vegeta vienne donner le petit coup de pouce derrière pour que Gohan puisse libérer sa puissance et tuer Cell. Et quand tu réalises qu'en réalité, le schéma narratif, et à mon avis, c'est pas du tout innocent, hein, c'est sûrement pas fait exprès de la part de Toriyama, mais je sens qu'il y a un petit éditeur qui a posé sa petite patte derrière. Hein. Monsieur Torishima, bonjour. Ouais, voilà, si Ah non, vous nous c'était plus lui à cette écoutez. époque-là. Non, Euh, c'était plus Torishima. Je crois plus que c'était lui, mais Comment il s'appelle, mais. mais justement, il venait de changer. À mon avis, c'est pas pour rien. Tu vois, le mec, il débarque, ben voilà, il vient appliquer les nouvelles techniques narratives, et puis il applique un schéma qui fonctionne à Dragon Ball. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il va être appliqué à deux personnages. Et ça, si on s'intéresse un peu à la narration, c'est ultra intéressant. D'ailleurs, dans le schéma Tout à fait raison. du héros, le mentor normalement doit mourir, et les deux personnages qui meurent sur cet arc-là, ben c'est Trunks qui est le mentor de Vegeta et Goku qui est le mentor de Gohan, parce qu'il récupère le rôle de mentor de Gohan à Piccolo, même si à un moment donné Piccolo vient, enfin il y a cette dualité là. Oui, il y a un très court moment où, Goku effectivement, mentor, Piccolo mentor. Ce qui est intéressant, là on sait quand même un peu de Vegeta, mais c'est vrai qu'effectivement Goku et Piccolo se disputent un peu le mentorat de Gohan, parce qu'effectivement Goku a un plan, mais Piccolo lui dit oui mais bon t'es sûr que ton plan il va marcher là, parce que ça n'a pas l'air d'être fonctionné correctement. Hein. Et puis Goku il se dit bah oui en fait j'étais un peu trop loin, et il était prêt à faire le plan de Piccolo, donc à donner la Senzu à Gohan et de prendre la Senzu pour lui et aller l'aider. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais voilà, effectivement. Alors que Vegeta, lui, entre guillemets, n'a que Trunks, si on peut dire. Et effectivement, je n'avais jamais vu ça comme ça, que ce soit en fait un peu Trunks qui humanise un peu le Vegeta, Ouais. qui va devenir un terrien, un vrai terrien, en fait, hein, parce qu'avant, il était un peu rebelle. Alors moi je l'ai pas vu comme ça en fait. Moi je l'ai pas vu comme ça c'est vrai que c'est parce intéressant. Je l'avais pas vu sous cet angle-là non plus.
Alors Voilà, moi je l'ai pas pourquoi vu comme ça Ouais. pour la simple et bonne raison que j'ai toujours pensé, et je le pense encore toujours, que le fait que Trunks meurt par Cell, pour moi c'est un travail d'ironie par rapport à Freezer. Parce qu'en fait, comme Cell tue Trunks avec une technique de Freezer, Mhm. pour moi je trouvais ça ironique, pour moi c'était une vengeance de l'enfer de Freezer par l'intermédiaire de Cell. J'ai toujours vu une vague d'ironie par C'est vrai rapport que à c'est Freezer cocasse, par ça. effectivement. Ah, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est très intéressant que tu Mais, relèves ah, c'est la même technique que Freezer utilise pour tuer Vegeta. Hein. Exactement même endroit, en Et plein c'est cœur. c'est ce que j'allais dire Effectivement. derrière. Mhm. Ce que j'allais dire derrière, c'est aussi, je pense aussi que c'est une volonté de faire tuer Trunks de la même manière que voilà, Ouais. Vegeta est tué. Donc pour moi, c'était une forme d'ironie par rapport à ça que je voyais en fait. Oui, mais l'un n'empêche pas Mais l'autre, oui, tu vois, voilà, parce les deux que peuvent c'est coexister d'un après, côté tu c'est as la raison. forme, de l'autre côté on a le fond. Ouais, non, c'est pas incompatible du tout, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que Pardon, quand on revient sur plutôt un peu avant, c'est vrai que quand Goku s'est fait un peu jeter dehors parce qu'il a sa maladie du cœur, et comme disait très bien Nick, effectivement, c'est un peu Vegeta qui reprend un peu la direction, même s'il y a Piccolo qui est toujours là pour aussi. C'est vrai, parce que comme Vegeta il reprend un peu aussi sa solitude de la saga Namek, hein, parce que on peut pas dire qu'il joue vraiment avec le groupe. Hein, c'est plutôt le groupe qui suit Vegeta, mais Vegeta ça l'emmerde un peu. Tout. Alors t'as quand même Piccolo derrière qui prend un peu aussi les commandes, ils disent voilà, Gohan et je sais plus qui d'autres, bon, faites attention parce que vous êtes pas, allez, c'est 20, donc Dr Giro est plus fort que vous, donc bon, faites pas trop chier quand même. On voit qu'il y a quand même du coup, allez, Vegeta et Piccolo se disputent un peu le lead du groupe, même si Vegeta en fait en lui-même il a pas envie de leader le groupe, il s'en fout du groupe, mais voilà, En c'est ça qui est par- intéressant, c'est que c'est un peu comme dans la saga Namek qui reprend un peu le rôle central entre guillemets. disons qu'il se fait pas mal doubler, je trouve, dans cette saga. C'est aussi pour ça que je l'aime bien cette saga. Oui, je parle de la saga Android, hein. Une fois que c'est arrive, Oui, c'est moi vrai que aussi. ça change. Hein. Ouais, Ouais. c'est sûr. Et Bah, moi, une ce fois que que celle est là, on a de nouveau 3 camps, en fait. Voilà, C'est exactement. C'est vrai. Et donc, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette saga, c'est aussi le fameux combat entre numéro 18 et Vegeta. Et c'est vrai que Piccolo résume à merveille la fin du combat. Pourquoi est-ce que Vegeta est dans cet état-là après, lorsqu'il a un Senzu? C'est qu'il s'est fait battre par une femme et tout. Et pour lui, a priori, c'était pire que tout. Et moi, je vois une belle ironie, c'est qu'en fait, t'as un mec, numéro 19, qui ressemble un peu à Dodoria, c'est un peu le gros, machin et tout. Et en plus, ils ont le même CU, donc il y a un petit parallèle de fait au Japon là-dessus, c'est clair. Mais ensuite, derrière, t'as Zabon. Et derrière, t'as numéro 18. Bon, Zabon est un petit peu efféminé. Bon, voilà, il est un peu, voilà. Bon, au final, il est plus tellement quand il se transforme. Mais t'as numéro loin de là. 18. Voilà, loin de là. Et t'as numéro 18. C'est pour ça que le parallèle entre numéro 18 et Zabon, Ah, c'est intéressant, ça. tout du moins au début, m'a toujours fait plaisir. Parce que Vegeta incarne la virilité. Vegeta incarne le côté, voilà, muscle, viril, homme et tout. Mais c'est par Zabon, bon voilà, c'est pas la personne que je dirais le plus viril, puisque voilà, il aime la beauté et tout. Et Ouais. numéro 18, j'imagine que c'est pareil pour elle, voilà. Et le fait que Vegeta se fasse battre au deuxième combat, bon, troisième avec Kiwi sur Namek, merde, ça marche pas. Mais voilà, Pas grave. c'est pour moi, je me dis putain, la virilité, voilà ce qu'on en fait. Rien que pour ça, j'aime beaucoup la thématique du combat avec numéro 18, qui est pour moi un très bon combat. Et voilà. Et, putain, on a vachement mal aussi pour Vegeta à la fin. Ouais, bah surtout, je veux dire, allez, je veux dire, comment dire. C'est vrai que déjà, c'est une femme, mais en même temps, elle a pas l'air très, très forte non plus, tu vois, c'est une femme normale, entre guillemets. Et t'as Vegeta qui manque ses gros muscles et tout ça, qui fait un peu son malin, comme souvent. Ah, mais alors, mais c'est 18 qui lui met une raclée, genre phénoménale, alors que bon, elle a pas beaucoup d'air. Et c'est vrai que du coup, on voit quand Goku retrouve Vegeta, justement, quand il est guéri, il va le chercher pour aller dans la salle du temps. On voit quand même que Vegeta, il a quand même un prix cher dans sa virilité, si je peux Et dire. pour la première fois dans un combat de Vegeta, ou presque, enfin non, c'était la première fois que ça arrivait, il n'y aura pas de match retour. C'est-à-dire que numéro 18, qui n'est pas l'antagoniste principal de cette saga, il n'y aura pas de match retour. Habituellement, t'en as un sur Zabon et tout. Ouais, mais le temps qu'effectivement il y a un match retour, ben ça elle est arrivé, donc du coup c'est pas Voilà, le plus, et le plus important. c'est assez rare pour être prononcé. Avec Zabon, il y en a eu un, par exemple. Ouais. Bon, peut-être pas avec Rikum, d'accord, bon, même bien que ce soit lui qui l'achève. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Et c'est pour ça que c'est assez déroutant, quand même. C'est un peu ce qui est bien dans cet arc, c'est pour ça qu'on dit souvent Cyborg Cell, parce que il n'y a pas vraiment de délimitation entre les deux. Donc tu vois, c'est effectivement le temps que Vegeta revienne,
C18 effectivement n'est plus vraiment le problème de Bien sûr, et du puis, monde, quoi. C'est et puis Cell. et puis dans le combat, il faut insister que l'animé insistait pas mal aussi là-dessus, mais à quel point les humains artificiels étaient entre guillemets des robots inhumains, ils dégageaient pas d'émotions et tout, donc c'est pour ça que le combat était assez original, il ne ressemblait quand même à aucun autre de Vegeta, quoi. Ah oui, oui. Et en plus, il avançait de manière très lente, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, on ne sait pas tout de suite qui va gagner. On se doute que de quelque chose, on se dit, bon, bah, ces nouveaux adversaires, ils sont forcément trop forts, mais le combat fait son petit chemin, quoi. Donc, il est très intéressant, ce combat. Après, bon, évidemment, il y a Cell, il y a l'entraînement, donc mais bon, on va en reparler après. Alors, une chose qui m'a pas mal plu dans cet arc, c'est comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le personnage de Vegeta, il évolue beaucoup, il s'humanise beaucoup grâce à Trunks. Et lorsque Trunks il se fait tuer par Cell, on ressent à ce moment-là les émotions de Vegeta à travers son expression, et surtout dans le manga. Et c'est encore une fois le génie de Toriyama qui arrive à te faire ressentir les émotions qu'un personnage ressent à travers une seule case, alors qu'à côté, Toyotaro il fait parfois trop de cases. Ouais, C'est c'est ce qui fait son Toriyama, défaut. c'est toujours été l'efficacité sobre, on va dire. Et c'est pas Et- tous les mangas qui a ça. Ah non, mais non, c'est beaucoup. Ah, c'est le génie du maître. C'est vraiment Ah, ça. le génie Et- de Toriyama. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit enfin Vegeta qui réagit face à la mort de quelqu'un. Enfin, il est énervé, il est vraiment triste aussi, énervé. On voit combien ça l'a touché. Voilà, exactement. Le C'est la perdre première son fois qu'on voit fils, ça, hein, parce qu'avant, il en avait rien à foutre. Bon, sauf quand il est mort lui-même. Hein. Du coup, là, ça l'a perturbé. Mais on voit vraiment que pour une fois, il tient à quelqu'un. C'est vrai, il est mort lui-même, donc du coup. C'est vrai, et cette évolution qui sera accentuée dans la saga de Majin Buu. Effectivement. Ouais, c'est intéressant. Il y a encore un passage dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Super Vegeta, quoi. Super Saiyan de J'ai hâte niveau qu'on 2. en parle. J'avais Il hâte était qu'on en très parle. confiant à ce moment-là. Euh, On en parlera. avec le Pensez Final au- Flash, quoi. Au troll Alors- de Oh là. Cell, c'était Alors, comme un- c'est Qui ça était est très classe d'ailleurs. Alors, c'est ça qui est génial ce que tu dis, Nick. C'est-à-dire que généralement, quand tu as les défaites de Vegeta, tu as Rikum, tu as numéro 18. Qu'est-ce qu'on a retenu comme bravoure face à numéro 18 et à Rikum et à Zabon? Rien. Rien. Est-ce que tu as retenu il y a un passage où tu te dis oh putain, le passage où Vegeta il sort de l'eau, il fonce sur Rikum, qu'est-ce que c'est badass? Non, je dirais pas que c'est anecdotique, mais c'est pas notable. Alors que là, le Final Flash, pour moi, c'est une manière de dire à quel point la popularité de Vegeta était grande et une manière de dire je vais lui donner un moment de bravoure à Vegeta, même s'il va perdre. Et au final, aujourd'hui, en 2020, quand tu parles de Cell versus Vegeta, qu'est-ce que tu as retenu? Eh bien, c'est certainement pas le passage où Cell anticipe Vegeta, il le reprend en l'air et lui donne un coup de coude et hop là. Non, c'est pas ça que tu as retenu du combat, c'est le Final Flash. Parce que ce passage était tellement original, et puis en plus, il était bien foutu, il était bien réalisé. Tu voyais Non, mais l'attaque est trop stylée! L'attaque est trop Ah oui, stylée, tu vois c'est clair. Cell. Surtout dans l'anime, je trouve. Hein. Ah, Franchement, ils ont mis à chaque fois que mise tu en vois scène. Hein. Vegeta faire ça, tu sais que tout va péter. Tu vois, Il a en tout plus. pété. D'ailleurs, il fait une mini version contre Riku, d'ailleurs, mais c'est Ou une mais c'est pas mini-version. comparable. Mais ça marche moins Là, bien. la mise en scène de Toriyama est incroyable. T'as vraiment l'impression que le mec, il va exploser la planète, quoi. Exactement. C'est ça. Et là, tu te dis, putain, le corps de Cell, il est invincible. Et ben non, il l'a encaissé, mais au final, bon, bien sûr, il est invincible pour autre chose, puisqu'il a les gènes de Piccolo. Ça, nous, on le sait en tant que lecteur, qu'est-ce qui va probablement se passer par. Puisqu'il l'a déjà fait face à le coup à numéro 16, par exemple. Ouais. Mais le passage est génial. Mais au final, tout ce qu'ont retenu les fans de ce combat-là, bah, c'est le Final Flash. C'est même pas ça raclé. C'est pour dire à quel point ce passage est réussi. Il faut dire qu'il était classe quand même. Et puis bon, même si Cell faisait le malin, on voit bien que, en tout cas de l'anime encore une fois, mais on voit bien qu'à la toute fin, il se dit oh merde, ça va quand même bien me défoncer. Et effectivement, il a quand même perdu une partie. Et je pense que même Cell s'y attendait pas que ce soit aussi puissant, quoi. Et puis il y a quand même toute la moitié de la Terre qui s'est fait défoncer. Non, franchement, ça avoue que allez, même encore une fois, l'anime avait fait allez, a mis toutes les longueurs qu'elle sait très bien mettre quand elle veut. Et là, franchement, c'était vraiment épique. Hein. Ça veut dire, ça prend longtemps d'ailleurs dans l'anime, mais quel résultat, quoi. Bon, moi, malheureusement, en tant que vil pas fan de Vegeta, tout ce que je retiens, en fait, c'est le troll de Cell par après, tu vois. Où il dit, ah, Ouais, Vegeta, c'est incroyable ce troll. Mettez-le Mon en Dieu. mute, Shunan Gohan. Attends, mais
Ouais, il me fait marrer, mais à chaque fois, quoi. Il y croit. Il croit à fond. Ah, Cell, là, il joue la comédie, il se dit je suis tout défoncé, oh mon dieu. Et puis t'as Vegeta qui rit comme un coquin, et puis t'as. Et c'est pour ça. C'est les cellules de Vegeta qui sont ressorties à ce moment-là. Oh là, c'est Non, ça, non, je trouve ça, mais Et c'est c'est pour énorme. ça, et c'est pour ça que quand Goku fait son Kamehameha instantané, t'as Trunks et Kuririn qui font une sale gueule et tu te dis ah bah ils savent eux, ils savent. Ils savent que ça ne va servir à rien. Et... Exactement. Donc voilà, voilà. Bon, moi, il y a un truc que je veux relever sur ce passage. Ah. Et de nouveau, je veux faire du foreshadowing là. Ah. J'aimerais juste C'est qu'on la mode note en ce moment. que fondamentalement, le moment où Vegeta laisse Cell se transformer, où il va être confronté à Trunks, tout ça, hein, dont son esprit Saiyan par rapport à son esprit terrien, etc., etc. Mais le moment où il choisit de laisser Cell se transformer, il est finalement assez similaire de celui où Goku laisse Freezer arriver à 100%. Tu vois, dans Ouais. l'état d'esprit. Je veux l'affronter au summum de sa puissance. C'est exactement la même raison, c'est exactement la même attitude, C'est marrant, sauf que ça va mais- bien se passer pour l'un et très mal se passer pour l'autre. Voilà, c'est pas le même C'est résultat. c'est marrant, mais c'est marrant, mais justement, c'était le Goku de Namek, alors que le Goku sur Terre, dans la saga Ouais. des humains artificiels, est très différent. Ah ça on est Notamment- d'accord. Ça, on est Notamment d'accord. lorsqu'il dit à Gohan d'achever Cell, justement, et tu vois que ce Goku a totalement évolué là, par ce biais-là. Alors que là, c'est vrai que Vegeta commet cette erreur, mais une erreur qui sera importante parce que Cell, au final, Mais- bah, il commet la même erreur avec Gohan. Exactement. Parce qu'il a les Exactement. parce qu'il a les cellules de Vegeta, il commet la même erreur que Trunks avec ses muscles, puisqu'il a les cellules des Saiyans. Et du coup, c'est pour ça que j'adore Cell, c'est qu'il commet les mêmes erreurs que ses opposants. Pourquoi? Parce qu'il a les cellules, et ce, en se battant contre le seul personnage auquel il n'avait pas les cellules. Et c'est pour ça que pour moi, cet arc est plein d'ironie, et je l'adore. Et, c'est Non. et je pense que c'est Bizumi qui avait émis l'idée que Goku avait justement fait exprès de lui donner un Senzu pour le mettre en confiance comme Vegeta auparavant et lui pousser à faire la faute de vouloir pousser Gohan à la colère, tu vois. Et Ouais. je trouvais l'idée pas conne, parce que c'est vrai qu'à la limite, comme Goku il se connaît lui-même, il connaît Vegeta, et il sait que Cell a ses cellules, il s'est peut-être dit, tiens, voilà, je vais lui faire un coup du cou, et ça a marché. Bon, est-ce qu'il a... c'était vraiment ça, je sais pas, mais je trouve que la théorie est intéressante. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si Vegeta derrière, il avait défoncé Cell, personne parlerait du fait de l'avoir laissé évoluer comme d'une erreur. Et de même que si Freezer, à 100%, il avait défoncé Goku et il l'avait tué, tout le monde parlerait de l'attitude de Goku comme d'une erreur. Et ça, je trouve quand même vachement intéressant quand on discute de Dragon Ball, tu vois, en sachant ce qui s'est passé, c'est toujours plus facile parce que Ah oui, fondamentalement, on parle beaucoup de l'erreur de Vegeta, de l'erreur de Vegeta, de l'erreur de Vegeta. Il y a quelqu'un qui en parle de l'erreur de Krillin avec la télécommande. Parce que c'est exactement la même, fondamentalement. Ah oui, mais complètement. C'est quelqu'un qui prend le risque de laisser le monde se faire détruire pour un motif particulièrement égoïste. Et ce que fait Goku sur Namek, c'est exactement pareil que ce que font Krillin et Vegeta à ce moment-là. Et moi, tout ce que je voulais dire, c'était mettre en évidence ce passage-là. C'est que fondamentalement, ben voilà, on parle d'une énorme erreur de Vegeta face à Cell, mais cette erreur, on l'a vue 15 fois dans le manga, à des moments où personne n'a retenu ça comme une erreur, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, pour encore gohaniser le truc, Gohan fait la même erreur contre Cell aussi. Il le laisse. Mais justement, pourquoi il aurait dû pourquoi- l'achever, il le fait pas, quoi. Ouais, mais pourquoi on s'appuie plus sur l'erreur de Vegeta et pas sur, plus que sur celle de Kuririn Parce que pour ça s'est l'instant, mal ou fini. ou celle de Ça, c'est mal Goku? fini. C'est parce que l'erreur de Parce que Vegeta, personne n'aime Vegeta, elle dure c'est tout. très longtemps, cette erreur. C'est-à-dire, l'erreur Ouais. de Goku, là, on pourrait se dire que c'est une erreur, mais ça dure quoi? C'est sur quelques chapitres que le combat va se poursuivre. Là, cette erreur, le Perfect Cell, bah, on va voir le Cell Game, ça va aboutir à un nouvel arc, entre guillemets, quoi. Oui. Et c'est pour ça que cette erreur dure tellement plus longtemps qu'on s'attarde ça. Même si, objectivement, on peut dire que l'erreur est peut-être c'est autant la faute de Kuririn que de Vegeta. C'est pour ça que quand Vegeta C'est juste dit que à c'est moins Kuririn, marquant. pourquoi tu tues pas numéro 18, ça t'a pas servi de leçon ce qui s'est passé. Mec, c'est aussi de ta faute, quoi. Calme ça. C'est pas faux, ouais. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, oui. Forcément, il y a plus de conséquences dans l'erreur de Vegeta que celle de Goku, parce que Goku, Ouais. entre guillemets, bon. Bah, je sais pas si- Goku, il finit par le taper, Freezer, Voilà. tu vois, donc au je sais pas final, si ça n'a c'est rien un bon changé. mot, mais il assume son erreur, quoi. Du coup, Ouais. il assume derrière, tandis que Vegeta, bah, il a raté son Il coup, il a assume fait que un dalle, pari, ouais. il a raté, quoi. Il assume Bon. rien du tout, ouais. Voilà, donc bon, voilà, effectivement, quand on sait ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est facile à juger, mais voilà, bon. Ouais.
Mais sur le moment, voilà. Sur le Je moment, voulais c'est juste vrai mettre qu'on ça en sait. évidence parce que je trouve ce parallèle assez marrant et puis j'y reviendrai un peu plus tard. Sur Non mais t'as l'arc raison, Boo. franchement oui. En fait, ils ont chacun fait son erreur, chacun avec Goku, Krillin, Gohan, Vegeta. Ouais. Voilà. Et bon, malheureusement pour Vegeta, c'est le seul à avoir subi les conséquences de son erreur en fait. Ouais, c'est ça. Donc quoi, le pauvre, il n'est pas bien traité par tout. Puis fondamentalement, bah, la suite, je crois que à moins que quelqu'un veuille aborder quelque chose, moi je pense qu'on va pouvoir parler un peu de la fin de l'arc, quoi, histoire d'avancer, non? C'est chaud. Ce craquage de plomb. Ouais. Voilà quoi, Vegeta il est passif pendant tout le Cell Game, hein. Bon vaguement il a droit à une ligne d'honneur face au Cell Junior. Ouais. trop mal. Il y a un ou deux éléments comiques avec Mister Satan, mais après bah, on en arrive à voilà quoi, le retour de Perfect Cell au niveau d'un Super Saiyan de niveau 2, qui par la magie du scénarium est désormais aussi fort que Gohan. Ah mais c'est le Zenkai Power Up, enfin voyons, on le sait depuis l'arc Ouais, mec. ça- le scénarium quoi. Puis le noyau Et qui du doit pas coup, trouver là, bah, mais bon. Trunks quoi. C'est le pétage de plomb de Vegeta qui perd son calme et son flegme habituel là à 100%. Alors qu'il était resté finalement relativement calme face à Cell quand il se faisait défoncer. Disons qu'il a souvent pété les câbles, mais c'était pour lui, c'était jamais pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça Ouais. que la scène est aussi belle. Exactement. Ouais. Et qui aboutit bah, entre autres aux excuses vis-à-vis de Gohan. Ça c'est choquant Tu d'ailleurs. jamais vu. Ah oui là ça m'a choqué, Bah, j'avoue. bah, fondamentalement, on est assez proche de ce que fait Vegeta quand il demande à Goku d'aller tuer. Voilà, il abandonne sa fierté. Quoi. C'est un peu la même chose que la Car il première sent fois que qu'il c'est- meurt, tu vois. C'est vrai qu'il sent que c'est la fin, donc c'est pour ça. C'est Voilà, c'est pour ils dire à vont- quel point la situation est désespérée. De toute façon Voilà. on est mort donc j'aurais pas assumé ma part de féminité donc du coup on y va quoi. Mais ouais, enfin, on a quand même deux fois une fin d'arc où on est sur la fin du personnage de Vegeta et où on a un Vegeta qui abandonne sa fierté. Et je crois que dans le message que Toriyama, si on veut bien comprendre le message que Toriyama veut faire passer consciemment ou inconsciemment, là n'est pas la question, avec ce personnage, au final, ben c'est que l'abandon de sa fierté par Vegeta, c'est un axe clé, quoi. Qu'on retrouve aussi à la toute fin du combat de Cell quand il dit ben voilà, je ne me battrai plus jamais. Voilà, le personnage est. Mais il est un- tellement populaire qu'il va se rebattre après. Mais oui. Ouais. Mais en fait non, ça c'est qu'on voit vraiment c'est l'aboutissement de l'humanisation de Vegeta quoi. Voilà. C'est vraiment au début c'était un loup solitaire qui avait absolument rien à foutre de personne et là il était quand même Il est lancé sur humain. Cell alors qu'il était 10 000 fois plus fort que lui, juste parce que voilà pour venger son fils décédé quoi. C'est beau comme acte quand même. Même Ouais, si, bon, c'est très du coup, fier aussi. Ça nique un bras à Vegeta, oui au Vegeta aussi, Gohan. mais à Gohan aussi. Et ça permet du coup un retournement, machin, un truc, mais l'acte est beau quand même. Je trouve que c'était très bien fait de la part de Toriyama. C'est beau Pour parce dire que ça. justement, son rival est mort, donc il a plus de raison de se battre et tout, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Si Goku était resté mort, bah effectivement, je pense que Vegeta aurait été à la retraite, tout à fait. Il ne peut exister sans Goku au final. Ouais, surtout qu'il vient se faire dépasser par Gohan aussi, donc du coup il s'est Ouais. dit. D'ailleurs, il le dit dans le Et langage. quelle humiliation! Là, je me suis fait dépasser par c'est Kakarot l'échec sur et, toute la et ligne, son- quoi. Ah son- ouais, et son ça- fils, Carotte et avec, son fils sont les plus forts. Ouais. Bon, Ça a bien bon, changé aujourd'hui. Voilà. Oui, bah oui, forcément. Mais parce que Gohan, c'était juste un Rien du tout. one shot, quoi. Mais voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment, en plus de conclure l'arc, je trouve qu'on conclut bien on conclut bien en tout cas l'évolution de Vegeta qui est devenu maintenant vraiment presque un père aidant, tu vois. Presque, j'ai dit, hein, parce que ça reste Vegeta, mais on voit vraiment il y a une grosse différence. Bah, disons C'est que sûr, c'est sûr. entre le Vegeta de la fin de l'arc cyborg qui s'en bat complètement le steak de son fils et le Vegeta du début de l'arc bout qui propose à son fils de l'emmener faire un tour à la fête foraine et de lui payer une glace. Ah, quel moment culte. Il y Ah ouais, a là, quand même une différence assez flagrante, quoi. Tu vois, Je suis d'accord. on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc ça montre vraiment tout l'impact qu'a eu la saga Cell sur l'évolution du personnage. Exactement. Ça me Une rappelle subtile que- transition. Petite transition, bravo. Ça me rappelle vraiment qu'à l'époque, là, avec les Cardass qui sortaient à l'époque, il y avait parfois des cartes avec Trunks, enfant, Bulma et Vegeta, mais ces cartes-là, tout le monde les voulait, parce que voir la famille de Vegeta, c'était oh là 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 là, enfin c'était un truc de dingue, quoi. Ah non, c'est vrai, c'était une belle rivalité, je Je trouve. trouve encore maintenant. Hein, bon, Par voilà. l'intermédiaire de Goten et Trunks, ça le faisait, quoi. On y croyait dur comme fer.
Oui, bon, ça on reviendra quand tu feras la Majin Buu, mais c'est vrai que... On va peut-être y arriver maintenant. Donc Vegeta, malgré tout, continue à s'entraîner malgré ce qu'il a dit auparavant, donc avec Trunks. Voilà, donc a priori le niveau de Gohan a largement baissé, donc que dire sur sa famille, que dire sur Bulma, que dire sur Trunks? Nick, son fils est un peu gâté et que voilà. Non mais encore une fois, ce qu'on disait, c'est qu'on voit tout de suite que bon, Vegeta apporte quand même plus d'intérêt à son fils, même si c'est principalement pour s'entraîner aussi, parce que bon, il a perdu Goku, donc du coup, et Gohan il n'a pas envie de se battre, donc il y a personne, et donc voilà, il dit tiens, j'ai un fils, autant l'entraîner, et bon, ça moi je vais m'entraîner, et en plus, bon, on voit qu'il perd un peu d'intérêt à son fils en même temps, comme on dit, aller au parc et machin et trucs. C'est là qu'il sort d'ailleurs sa fameuse phrase, c'est les seuls chez les Super Saiyan, parce qu'on voit que Trunks arrive à se transformer en Super Saiyan aussi facilement que Caulifla dans Dragon Ball Super, n'est-ce pas? Et voilà, je trouve ça intéressant. On voit un peu que Vegeta il s'est un peu posé, il habite maintenant chez Bulma. Bon, comme Goku, il a certainement pas de travail, mais bon, c'est une marque Saiyan certainement. Là, il est beaucoup plus posé, toi. Non, puis il y a un indice flagrant aussi, ne serait-ce que dans sa tenue, parce que il a plus du tout sa tenue d'extraterrestre, en guillemets. On est parti d'un Vegeta extraterrestre dans la Saiyan, il a la tenue de terrien, qui va passer par une tenue de terrien vaguement dans l'arc Metal Freezer machin, mais qui va revenir à sa tenue de combat, mais sa tenue de combat de l'arc Buu. Elle n'a plus rien à voir avec la tenue de combat traditionnelle de Vegeta. Alors, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que plus le scénario avance sur Vegeta, moins il est protégé. C'est-à-dire qu'au début, il est super protégé, il a des protèges-cuisses et tout. Après, il a juste l'armure classique, quoi. Après, il n'a plus les épaulettes, et après, il n'a plus du tout d'armure, quoi. Donc, ce qui arrange bien le tournoi, puisque les armures sont interdites dans les tournois d'arts martiaux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce Vegeta sans armure, et je regrette vraiment que dans DBS, on lui remette son armure. Pour moi, c'est j'allais revenir là-dessus d'ailleurs. Pour moi, c'est gâcher la continuité de Vegeta. Parce que pour moi, c'est vraiment cette armure, c'est le symbole de son côté extraterrestre qui disparaît petit à petit, tu vois. Bah c'est ça quoi. Et plus on avance dans l'histoire, plus Vegeta il s'humanise. Ouais. Là, la saga Majin Buu en lui mettant une tenue de terrien, il a bien fait justement parce que ça montre l'évolution du personnage, et notamment Dragon Ball GT. Mais en vrai, moi je trouvais que c'était une très bonne idée, la moustache, dans l'idée, tu vois. Et c'est vraiment, c'est un attribut. Ça ne me dérange pas. Oui, c'est une idée de Tariyama. Moi je trouve que dans l'idée, c'est pas mauvais. Après, le truc, c'est comme. Bon. Ouais, c'est ça qui me dérange plus que. Mais il a complètement. Mais vu que les cheveux, tu vois, c'est le symbole des Saiyans aussi, c'est vraiment qu'il a. Dans GT, il a complètement abandonné ses attributs Saiyans. Ah, complètement, oui. Sauf à Saga Baby. Il est complètement terrien. Donc dans l'image, dans l'intention, c'est plutôt pas mal. Après, dans le rendu. C'est plus discutable. Hein. Alors que dans Dragon Ball Super, je trouve qu'on fait un peu trop la girouette entre le Vegeta de l'arc Saiyan. Vegeta qui a évolué dans l'arc Majin Buu. Alors on va garder quelques billes là-dessus sur DBS parce qu'il y a beaucoup à dire, je pense. Mais oui, en tout cas je suis totalement d'accord avec toi, Vegeta. Sur l'arc Majin Buu, alors peut-être qu'on va le faire vite, je ne sais pas. Déjà il y a un passage que j'adore, qui me fait toujours marrer, moi, c'est la finalité entre le Trunks et Goten via le tournoi d'arts martiaux. C'est le petit hochement d'épaule, tout de Vegeta à Goku pour dire dommage, ton fils n'est pas assez fort que par rapport au mien. Tu sens la petite fierté, tu sens la petite rivalité, mais je trouve ça génial, quoi. Ce passage, ce combat me fait énormément rire par rapport aux réactions de Vegeta, de toute façon. En fait, il vit un peu la rivalité avec Goku, mais à travers ses deux fils cadets, tu vois. Donc du coup, c'est surtout que Vegeta qui vanne Goku, parce que Goku, je crois qu'il s'en fout un peu. Du coup, entre guillemets, Vegeta prend un peu sa revanche via Trunks, qui finit par vaincre Goten dans la finale du tournoi. Et je suis sûr qu'il a beaucoup apprécié ça, parce que du coup, il s'est dit, enfin, je gagne contre Goku, même si c'est pas directement, tu vois. Et moi, j'aimais beaucoup cette petite rivalité. Bon, la rivalité Goten-Trunks, elle est très chouette aussi, hein. Et c'est dommage d'ailleurs que c'est pas très exploité, hein, de nos jours. Mais voilà, c'est vrai que le transfert entre le père et fils, les pères et les fils, c'est pour ça que le tournoi junior était très intéressant aussi. Hein.
pour ma part, toute cette rivalité, je la trouve sympa. Elle est, même pour moi, il y a des moments marrants avec la punch c'est bon machine et enfant. tout. C'est chouette, mais pour moi, c'est une réactivation en fait de la suite. Pour moi, l'arc il décolle vraiment dans le vaisseau de Babidi. Ah où, oui, avant, on voit c'est calme, c'est que tranquille, hein. Goku et Vegeta s'amusent, qu'ils sont sur deux, tu vois. Là, on est introduit au fait qu'en réalité, ben voilà, ils ont dépassé Gohan. Clairement. Qui sont un cran au-dessus, et puis qu'en réalité Vegeta et Goku sont complètement au top. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est très subtil, c'est-à-dire que Vegeta atteint le Super Saiyan 2, mais il n'a pas atteint au niveau que Goku l'a atteint, puisqu'on le voit que brièvement face à Yakon, Goku se révèle une partie de sa véritable force, tout du moins le Super Saiyan 2, et c'est à ce moment-là que Vegeta se dit, bon bah mon Super Saiyan 2, mon stade n'est pas assez avancé que le sien, et c'est pour ça qu'il va tricher, et il va renier sa famille, enfin tout ce qu'il a construit pour devenir plus puissant. Mais moi je trouve hyper intéressant la manière dont on amène en fait le fait que Vegeta voulait plus du tout se battre, mais là Goku est là pour 24 heures. Et le seul truc qui intéresse Vegeta, c'est de dire ben là je veux mon match retour quoi. Sur un combat qu'il a déjà gagné de base. Donc c'est assez intéressant de se dire que dans la tête de Vegeta, en réalité, le combat contre Goku, il l'avait perdu. Et c'est vrai que fondamentalement, il gagne le combat contre Goku en trichant avec Luzaru. Tu vois. Ouais, et puis bon, c'est un peu une victoire. Enfin, finalement, il finit par retraiter stratégiquement. Parce qu'il s'est quand même fait défoncer par tout le monde. Parce qu'il s'est humanisé et il a gagné de manière un peu plus loyale. Voilà. Et je trouve assez subtil tout ce qu'il va mettre en jeu pour pouvoir avoir son combat. Parce qu'en réalité, moi je pense que plus que, même s'il le dit que c'est pour combler le gap, moi ce que je ressens, c'est que c'est plus que maintenant que je suis Majin, j'ai un prétexte pour te combattre, quoi. Exactement. Tu vois, tu peux pas remettre à plus tard encore et encore. Parce qu'au début, Vegeta, il voulait même pas partir du tournoi, hein. Il disait non, tournoi, on y reste, on va le faire ce match, mon gars. Ah oui, surtout que c'était. Et il attend, et en vrai, moi je vois plus ça comme un moyen d'avoir son combat que vraiment d'avoir ce petit boost en plus, tu vois. Mais ça revient un peu au même, en vrai. C'est vrai, c'est la magie de cet arc, c'est que tous les combats qui ont été justement présentés par le présentateur du tournoi, c'est qu'ils vont quasiment tous avoir lieu, quoi, d'une manière ou d'une autre, ou d'une manière détournée, dont celui-ci. C'est pour ça que c'était très malin. Ouais. Et ça va être aussi un grand match. Ça, c'est ce que les fans, je suis sûr, ont attendu depuis longtemps. C'est le fameux match retour entre Goku et Vegeta, ou qui va réveiller Majin Buu, c'est pas très malin. Oui, avec Vegeta qui va décider d'assumer ses erreurs parce qu'il pense qu'il peut avoir Majin Buu tout seul. Et ça, à nouveau, on a une grossière erreur de la part de Vegeta. Honnêtement, il y a un manque de discernement et de jugement. Vegeta, il va pêcher par orgueil dans cet arc en permanence, mais beaucoup plus que dans l'arc Cell. Il va sous-estimer Buu, il va sous-estimer Goku, il sous-estime Babidi, il sous-estime les dieux, il sous-estime tout le monde. Et ça arrive à quoi? Ça arrive au fait que, enfin, parce que à quel moment le mec il assomme Goku pour aller combattre Majin Buu tout seul? Il se passe quoi dans sa tête à ce moment-là, d'après vous? Il est majinisé, si tu veux, il pense plus très clairement. C'est parce qu'en fait, il veut assumer son erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il a compris que Majin Buu. Ah non, on voit bien qu'il a le contrôle. Raison, non, ce qui se passe pour moi dans la scène, c'est-à-dire qu'en fait, il a créé par sa faute Majin Buu, enfin il l'a ressuscité, avec Vegeta, et il veut justement contrer ce problème qu'il a lui-même créé, il veut prendre sa responsabilité, et en plus, Son Gohan, par le biais, il apprend qu'il est mort, donc encore par sa faute, donc là il s'excuse un peu dans le vent, quoi, enfin il pense qu'il est mort, et donc pour moi c'est une manière de se racheter, en tout cas moi je le vois comme ça. Moi je veux bien que ce soit une manière de se racheter, mais tu trouves pas que c'est quand même un peu con d'assommer Goku alors qu'à deux ils auraient quand même eu un peu plus de chance? Moi j'ai vraiment le sentiment que c'est faire une connerie en plus. Alors je comprends bien que ça part d'une bonne intention, quoi, mais tu vois quand je te dis il pêche par orgueil, quoi, il pêche par orgueil une première fois quand il sous-estime Majin Buu, et il pêche par orgueil une deuxième fois quand il pense qu'il va pouvoir régler le problème tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai que oui, c'est. Il en fait pas une de bonne. Hein. Ouais, il avait aucune idée du véritable niveau de Majin Buu. Enfin, il avait un petit pressenti, mais voilà quoi. Au début, d'ailleurs, il pensait vraiment que c'était nul parce qu'il se disait si Kaioshin a peur de lui, c'est normal parce que nous, on est plus fort que Kaioshin, donc voilà, normal. Et en réalité, non, il voit que le problème est beaucoup plus important, surtout Goku. Donc, non, moi, je pense que voilà, il a voulu
il a vraiment voulu essayer de se racheter et de Oui. se dire bon bah c'est de ma faute. Goku, Alors, je vais assurer. t'en mêle pas, c'est moi qui vais m'en occuper. C'est une connerie, tu l'as dit. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais une c'est ce qu'il belle connerie. pensait. Ouais. Après, scénaristiquement, ça aurait posé problème puisque voilà, on le savait pas, mais le Super Saiyan 3 en fait ça existe. Bon, tant pis, chute. Mais oui, bon, c'était pas 100% prévu. à ce moment-là, il n'existait pas encore, le Super Ouais, Saiyan c'est 3. ça, C'était dans la tête de Toriyama. Ça, c'est clair que quand on revoit le combat, il avait clairement pas décidé que ça existait pas. C'était un Ouais, truc de prévu d'accord. dernière minute, ça se sent. Mais voilà. Bon. Mais c'est drôle. Ouais. Mais bon, ça te donne lieu à un Vegeta qui est prêt à sacrifier sa vie pour la première fois. Et Mhm. je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il combat seul. C'est parce qu'il était Bien sûr. déterminé à en finir de lui-même et à se sacrifier. Et ce depuis le début. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et Ça, c'est on est très bien d'accord. que Goku il laissera pas tomber, donc du coup il l'assomme, parce que sinon il va le coller au basque jusqu'à la fin des temps. Quoi. Ouais, c'est Donc, clair. oui. Bon, comme il disait, c'était une bonne idée, mais bon, c'était finalement pas une bonne idée. Donc maintenant, parlons un peu des conséquences de tout ça, quoi. Parce que le sacrifice de Vegeta, moi je trouve que c'est la scène la plus surcotée de toute l'histoire de Dragon Ball, quoi. Ou tu vas pas te faire des amis, toi. Ouais, voilà, on est parti. Moi, je pense que c'est la scène non, là, tout le monde va me haïr, mais je pense que c'est la scène la plus surcotée de toute l'histoire de Dragon Ball. Alors moi, je l'aime modérément, mais pas tant que ça en fait. Enfin, j'aime bien Ouais. sans plus, mais je dirais pas que c'est ma scène favorite, par exemple. Non, mais en même temps, moi, je comprends tout ce qu'il y a de beau derrière, la rédemption, le truc, le machin, le sacrifice, c'est beau. En plus, il aime son fils. Trunks, je ne t'ai jamais dit que je t'aimais, viens dans mes bras, juste avant de se foutre en l'air et tout. Non, c'est stylé. Je vois tout ce qu'il y a de stylé derrière, quoi. Mais honnêtement, le mec, il aurait pas fait ça, il se serait juste cassé avec ses gosses, ça revenait au même. Sauf que, il y aurait toujours eu un Vegeta, tu sais, pour aider un peu derrière, quoi. Tu vois? Ouais, c'est vrai que- Ouais, mais tu vois, comme je disais, Vas-y. on en parlait en off, là, je pense qu'il faut prendre juste la scène dans l'abstrait. C'est une très jolie scène, mais effectivement, dans les conséquences de l'arc, ben, c'est zéro, quoi. Ouais, alors, Yeah. et c'est à ça que je voulais venir, c'est que fondamentalement, si tu veux, tout ce passage entre Majin Vegeta, je résiste au contrôle de Babidi grâce à ma fierté, Goku, je vais aller régler le problème moi-même comme un homme, ok, je vais Un me vrai. sacrifier pour en finir avec Majin Buu et Buu. En fait, tout ça est tellement bien mis en scène que ça passe crème et que ça en devient un moment culte. Exactement. Alors qu'en réalité, quand tu te poses 2 secondes puis que tu réfléchis à ce que le mec est en train de faire, t'as juste envie de te dire mais quel débile. Mais Arrête quel de faire de la énorme merde. débile. C'est là le sens du Euh, sacrifice. Ouais, c'est possible, ouais. En même temps, c'est aussi son erreur t'as pas de conséquences, contrairement à son erreur de contre-celle, du coup. Donc, C'est vrai. ça Bah, que ça a les quand gens- même la conséquence que. Ah, enfin, c'est que toute la c'est planète quand même est perdre un exterminée des 3 à mecs cause les de plus lui. puissants, quoi. Voilà. Ouais, quand même, quoi, tu vois. La conséquence, c'est qu'il ressuscite Majin Buu, qui détruit la planète et tout. Ouais, non, ça mais va, il y a c'est Super cool. Gotenks C'est cool. qui va arriver, le héros de la justice, tout ça. Je connais cette théorie, monsieur. je connais. Cette théorie. Ça aurait pu marcher. Et pour en revenir à un truc assez intéressant, D'arbre, parce que enfin. parce qu'on je rigole. on cause ah, non, vraiment. Enfin que je trouve intéressant en tout cas pour ma part, c'est que je parlais tout à l'heure de ma théorie sur Vegeta qui va faire comme Goku face à Cell que ce que Goku a fait face à Freezer. Et si tu réfléchis 2 secondes, là Vegeta il fait un sacrifice, tu vois comme ça. Alors tu te dis bon pour quelle raison il se sacrifie? Bon il a dû sentir l'utilité d'un sacrifice comme ça qui lui arrive dessus par la force d'un Saint-Esprit. Mais si tu réfléchis bien, à l'arc précédent, il y a un personnage qui s'est sacrifié déjà pour essayer de sauver tout le monde. C'est Goku. C'est Son Goku. Mais oui. Et la moralité Il fallait bien qu'il que je répare les racontais bêtises de son tout fils, à quoi. l'heure, c'est qu'en fait, Vegeta, il fait toujours ce que fait Goku, avec un arc de retard, mais seulement, lui, à chaque fois, il se foire, là où Goku, il réussit, quoi. J'ai quand même envie de dire, c'est vraiment pas de bol pour Vegeta, quoi. Non, mais c'est l'éternel pas de chance, le gars, quoi. Il essaye des trucs, c'est bien. Ah, il se dit, ah, Goku, il a fait ça, ça a bien marché, bon, tiens, je vais faire pareil, mais seulement ça marche jamais, quoi. Jamais. Bon, après, le sacrifice de Goku, dans un sens, il a certes sauvé la Terre, mais du coup, Cell est quand même revenu. C'est vrai Du aussi. coup, ça a moitié marché, on va dire. Ouais, Il a fallu on que va dire Gohan, ça comme quand ça. même, Gohan et Vegeta, hein, comme Ouais, on dit ça tout va. à l'heure. Ouais, au moins, ça a marché à moitié, tu vois. Voilà, Au c'est vrai moins que- ça, quoi. tu sais. Mais Vegeta, Alors c'est que que bon, dalle, Vegeta, quoi. on va pas dire que. Même c'est- Babidi, il est pas mort, quoi. C'est vraiment- Bah, c'est Piccolo qui l'a tué. Mais bon, voilà. Ah non, c'est énorme. C'est tout est dans la symbolique, tu vois. C'est beau.
Non, Et voilà, bon, et enfin, finalement, ah non, c'est pas lui, c'est Hercule. Mais j'adore ce passage, à part ça, j'adore. Quand c'est arrivé la première fois, j'ai kiffé Oui, bah toute oui, c'est ma beau, quand même. race, j'ai changé de caleçon 4 fois, non, c'est pas le problème. Mais je trouvais quand même assez intéressant, Waouh. tu vois, de te poser dessus un peu. Oui, voilà, quand tu vraiment réfléchis à des trucs, parfois tu te dis, mais en fait, c'est très con, je veux dire, c'est. J'avais envie de le dire, quoi. Voilà, ben, t'as eu le droit. Et je repasse la parole parce que je squatte beaucoup. Mais c'est bien, non, t'as le Pas droit. de souci. Non, mais c'est vrai, moi, franchement, comme je te disais, là, c'est du sacrifice de Vegeta. Bon, comme je l'ai déjà dit, je suis pas très fan du personnage, mais là, il faut avouer quand même que la mise en scène, les BGM, les dessins aussi, franchement, c'est magnifique. Y a rien à faire, c'est beau, et c'est dans un sens, c'est presque dommage, en fait, qu'il n'y ait aucune conséquence derrière. Parce que c'est tellement beau que du coup On est ça fait un peu d'accord. plouf quoi à la fin. C'est dommage que je sais pas que Boo finalement il n'arrive plus vraiment à se régénérer et que je sais pas moi il y a Babidi qui est derrière qui arrive à faire un truc une formule magique qui le ressuscite finalement mais bon sans lui ça aurait pas marché mais parce que là en fait il explose Boo finalement Boo se régénère puis voilà c'est tout quoi c'est il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est assez dommage du coup parce que du coup je dis beaucoup du coup mais du coup voilà quoi. Mais Et du coup, il se passe quoi? Mais du coup, bah, il se passe rien, justement, c'est ça le problème. C'est qu'il se sacrifie pour rien. Alors peut-être que ça... Bah, du ouais, coup, il va ça rajoute disparaître des avant travaux. de Tom, avant d'avoir droit à un nouveau moment intéressant Bah, quand il va être ramené avec Baba. Ce que je trouve déjà stylé en soi, c'est de réutiliser le personnage de Baba dans ce contexte-là. C'est bien vu, effectivement. Ouais. Surtout qu'on pensait pas que Vegeta allait revenir, parce que Ouais. vu comment il est C'est- parti... C'est vrai que moi, quand j'ai découvert ce passage, quand il sortait en manga en japonais, bon, je comprenais pas le japonais, mais voilà quoi. Mais moi, je pensais vraiment pas que Vegeta reviendrait, Fanboy, c'était une quand même. surprise. Non, mais c'est vrai, je pensais vraiment pas. Et pour moi, c'était le retour des pères, donc via le tome 42, et puis c'était la première fois que où Goku et Vegeta combattaient tous les deux en même temps, simultanément. C'était une première. Avant, t'avais le film 6 à la rigueur, mais voilà, ça avait bien changé. Donc aujourd'hui, avec DBS, tu vois ça Ouais, mais là, du coup, oui, quoi. c'est beaucoup Vegeta maintenant. Ouais, tous les bon, 4 matins. Ouais. pas une horreur Ah ouais, dose, mais non, mais... à l'époque, c'est clair que quand ils se mettent ensemble contre Boo, c'est vrai que c'est C'est une première en fait, c'est la première fois que ça C'était- arrive. On Exactement. l'attendait depuis Ginyu en fait, tu vois. Voilà, c'est ça, quoi. C'était pas arrivé contre Ginyu, et là enfin on allait y avoir droit. Puis franchement on n'a pas été déçus parce que ben Vegeto, comment vous dire, moi je le trouve Et puis- vraiment stylé ce personnage. Hein. Franchement, tout est bien dans le personnage de Vegeto. Hein. Mais Et on kiffe, quoi. ouais. Non mais Il y a- je vais il y pas, a je vais ça, pas me et puis- relancer quoi. Il y a ça, et puis t'as une belle tirade de Vegeta, c'est-à-dire sur la planète des Kaioshin, Ouais. à propos de Goku, qui est une parole merveilleuse et qui conclut, oui, mais entre on- guillemets, le oui, c'est manga vrai. lui seul, quoi. Oui, ouais, bah c'est la clé pour comprendre le manga en fait. Ouais. Ce monologue de Vegeta, c'est la clé pour comprendre le manga. Et c'est aussi un peu vraiment l'aboutissement du personnage, qui Oui. reconnaît enfin que... C'est... Voilà. Goku, c'est le tu numéro vois, un, quoi, c'est- on est bien à la fin de Dragon Ball, c'est clair et Ouais. net. C'est ce qu'on Non, pensait, puis, mais... puis où il explique parce qu'il a compris pourquoi Goku se bat, quoi. Et après, quand Ouais, tu relis le exactement. manga en ayant ça en tête, tu lis quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est stylé, tu vois. Voilà, c'est bien, ça te force à relire en fait le truc. Ah, complètement. Avec une vue différente. Hein. Exactement, monsieur. Bon, moi ça m'est déjà arrivé pour un autre personnage dont vous connaissez certainement le nom. Non. Ah bon. Ah oui, mais quand tu... Bon, désolé, hein, mais je connais un peu le truc, mais... Quand Vas-y. tu vois... Attends, on peut pas le couper, là? Pokémon, je Y'a pas un gonne. bouton mute. Laissez-moi gonner un peu, s'il vous plaît. Il y a trop de Vegeta dans ce podcast. Ça fait 25 minutes que j'ai pas parlé de Gohan, je me sens pas bien. Mais oui, c'est ça, quoi. Non, c'est très rapide, mais juste, quand tu vois le plan de Goku contre Cell qui implique Gohan, et que tu revois tout ce qui se passe avant, en sachant ce que Goku a pensé, bah, en fait, tu vois beaucoup plus de choses que tu ne le voyais avant, je trouve. Tu vois toutes les petites... C'est normal. toutes les petits indices que Goku avait laissés par-ci par-là, et tu te dis mais en fait ce type est génial en fait. Tu te dis moi franchement je me dis mais quel plan. Bon ça a pas beaucoup, il y a eu un petit fail à un moment parce qu'il est mort, mais voilà tu revois là et avec Vegeta et donc son monologue c'est pareil. Quand tu revois après tout en sachant ce qui s'est passé après, Ouais. bah, tu as tout à fait une nouvelle vision du truc et en fait t'es encore émerveillé du truc même si tu connais ce qui va se passer. Ouais. C'est ça qui est beau. Et puis cette idée qu'il y en a un qui se bat contre ses ennemis, tandis que l'autre se bat contre ses propres limites, ben, je veux dire, c'est le b.a.-ba du shonen, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va déterminer ce que vont devenir tous les mangas après lui.
Et c'est Vegeta qui le formule, quoi. Voilà. Et puis voilà, encore une fois, on est sur une fin d'arc, et Vegeta abandonne sa fierté, quoi. Il l'a abandonné une fois en mourant, en frère, il l'a abandonné une fois en demandant pardon à Gohan, et puis là, il abandonne sa fierté d'être le numéro 1 en reconnaissant que Goku est le meilleur parce qu'il a mieux compris que lui comment se battre. C'est ça, la finalité du monologue. Et comment aborder un combat. Et ça, c'est stylé. Et en plus, là, tu vois qu'il dit vraiment avec ses mots, c'est que voilà, tu es le numéro 1, c'est ce qu'il a, il a jamais dit ça avant, même si voilà, aide-moi, machin truc, mais là, il te dit vraiment, je reconnais mon infériorité dans un sens, c'est extraordinaire. Venant d'un personnage de Vegeta, tu t'y attends pas, quoi. C'est beau. C'est une bonne fin, je trouve, une bonne fin de personnage, si je peux dire. Et même, non, je trouve que c'est stylé, quoi. Voilà, franchement, puis bon, il essaye aussi quand même de rassembler les terriens pour le Gekidama, mais ça marche pas. Parce qu'on peut pas dire qu'il est très diplomatique. Ouais, bon, c'est lui qui a l'idée de base, quoi. Mais bon, c'est lui qui va avoir beaucoup d'idées sur cette c'est vrai c'est lui qui a l'idée d'arracher les cocons, c'est lui qui a l'idée de machin, c'est lui qui a l'idée du Genkidama. Voilà, c'est ça. Il est quand même pas inutile, non. Même une fois qu'il était passé. Là, il va faire un sacrifice utile face à Boo. Tu vois, il va aller se prendre la rousse de sa vie pour laisser un peu du temps à Goku. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, voilà, tu vois, c'est un sacrifice utile, quoi. Tu vois, le mec, il a appris, quoi. Bon, au moins, il est pas mort, c'est déjà ça, tu vois. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais c'est vrai que là, il serait quelque chose. Avec un vrai enjeu, en plus. Avec un vrai enjeu derrière, parce qu'on apprend à ce moment que s'il meurt une fois qu'il est mort, bah, cette fois, il va disparaître de l'existence pour toujours. Bah, il est mort et remort, comme dirait l'autre. Donc, même si je suis sûr que Toriyama aurait trouvé un truc, oui, mais bon, avec les Dragon Ball de Namek, il y a moyen, toi. Le Super Dragon Ball. Le Super Dragon Ball. Voilà. Et puis je crois qu'on a bouclé absolument tout ce qu'il y avait à dire sur ce personnage en oubliant tout ce qui a pu être. Quoi, Dragon Ball GT, tu veux pas en parler? Non, mais j'ai déjà parlé. Je crois que GT, on en a déjà causé, quoi. On a parlé de la moustache, il n'y a rien d'autre à dire sur GT. Mais c'est vrai que ce qui se passe, un truc, c'est que, en fait, voilà, Son Gohan était repassé devant, mais malgré ça, à travers les années, à travers les sondages, à travers, je suppose, les ventes des figurines, eh bien, Vegeta, bah, il marche, il cartonne, les gens adorent ce personnage. Et c'est pour ça qu'avec Battle of God, c'est pour ça qu'avec DBS, eh ben, on va beaucoup plus le remettre en avant et le mettre coude à coude à Goku. C'est-à-dire que dans les humains artificiels, t'avais Trunks qui avait sans doute un niveau équivalent, t'avais Gohan qui était supérieur, t'avais Goku encore supérieur. Enfin, et là, non, c'est Goku et Vegeta. Maintenant, Vegeta a une place prédominante sur DBS. Et à tel point que, actuellement, là, dans le manga, on se dit, putain, c'est Vegeta le héros ou quoi, là? Et on se dit, mais jusqu'où ça va aller l'escalade sur Vegeta? Moi, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est quand Toriyama utilise une panel de personnages et voilà, et lui, il va une sorte de couteau suisse, quoi. Mais quand maintenant tu as Goku et Vegeta qui sont hors du lot et que tu as tous les autres derrière, bah, effectivement, je trouve ça un petit peu usant et agaçant, quoi. Donc, c'est dommage. C'est pas bon Dragon Ball, j'ai envie de dire, quoi. Bah, c'est vrai que oui, ça joue un peu trop sur le même duo à chaque fois. Et bon, c'est vrai que. C'est dommage, surtout le problème, c'est que vous voulez faire quoi du personnage maintenant, quoi? Le personnage de Vegeta dans Dragon Ball Super, il a passé 129 épisodes à sushi la nouille et pas bougé d'un père. T'as l'impression que les personnages, ils doivent terminer l'arc comme ils l'ont commencé. Tu vois? Bah, y a plus vraiment de. Quelle évolution pour Vegeta dans Dragon Ball Super? Zéro. C'est le néant absolu, quoi. C'est limite la régression. C'est justement ça qu'on retiendra de DBS, c'est que autant quand tu vois le début de Dragon Ball Z, quand tu vois la fin de Dragon Ball Z, tu vois l'évolution. Mais dans DBS, ça sera quoi l'évolution? D'ailleurs, la Z-Team, ça sera toujours la même au début de DBS qu'à la fin. Ça sera toujours la même, a priori. Et rien que ça, tu vois qu'il y a un souci, quoi. Dragon Ball GT, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais la Z-Team était différente. Là, rien, toujours pas. Ou alors, ils ont réinclus des anciens personnages et ils les utilisent très mal, donc c'est ballot. Donc, c'est vrai que c'est très dommage pour Vegeta. Alors, effectivement, l'arc Battle of God, il repasse de nouveau devant Gohan sans qu'on ne sache vraiment comment. Et puis maintenant, voilà, c'est le rival de Goku attitré. C'est une sorte de Naruto Sasuke. Enfin, voilà, et moi, je trouve ça presque insupportable des fois parce que ça m'énerve. Tu ne vois que ça et Goku perd en individualité et Vegeta est beaucoup trop important, beaucoup trop mis en valeur et je le déplore énormément aujourd'hui. Non, puis on a vu pendant bien 2 heures de podcast
toutes les évolutions de Vegeta à travers les âges. À chaque fois, il y avait un enjeu autour de Vegeta, qui soit l'ennemi, qui soit l'élément perturbateur, qui soit celui qui devient un humain, ou celui qui finit par accepter le monde tel qu'il est, plutôt que comme celui qui voudrait qu'il soit. Et puis, dans Dragon Ball Super, enfin, je suis désolé de le dire, mais il y a rien à raconter. Il y a rien à dire. Vegeta, à part faire de l'auto-référencement sur ce qu'il a fait dans Dragon Ball, il fait rien. Donc du coup, est-ce que le personnage est intéressant? Non. Le seul Tout truc a qui déjà rend été dit, c'est toujours les mêmes Vegeta techniques. intéressant, c'est son chara design qui est excellent, et son référencement à ce qu'il a fait de bien par le passé. Mais, Voilà. mais le reste, c'est nul. Et c'est triste. C'est vraiment bien Sur fait le ces tour, bonnes hein. paroles, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour ce podcast sur Vegeta. Donc en tout cas, le débat était enflammé. On aurait pu parler de Vegeta dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Heroes, hein, ça doit être passionnant. Ok, Non. mute-le s'il te plaît, je t'en Ouais, on va mute-le. muter Shonen Gohan. Mais enfin, Et en tout cas, nous on se dit à très bientôt donc, pour de nouveaux podcasts. Et puis n'hésitez pas si vous avez donc des thèmes à nous suggérer ou à des personnages, des films. Enfin, les films on les fait dans l'ordre, donc fatalement on fera Metal Couleur la prochaine fois. Mais Super. voilà. Donc, super, exactement. Voilà, en tout cas, merci Nick pour ta participation. Merci d'avoir répondu À toi notre pour l'invitation. Ah Ouais, bah, à toi. je vous remercie. Et puis Shonen Gohan, écoute, on se dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts Ah, autour évidemment. d'un sujet sur Gohan, peut-être, qui sait, j'en sais rien. Après, on a certainement, fait- certainement. Sinon, je Oui. viens pas, donc. Exactement, il faut son lot de Gohan. Voilà, c'est ça. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous et bon déconfinement et à bientôt. À bientôt. Ciao.